Messieurs, dames, bonsoir ou bonjour, tout dépend à l'heure où vous nous écoutez. Aujourd'hui, nous allons faire le 46e podcast de Golasso TV. On va aborder un thème qui nous tient à cœur, un thème qui provoque des débats enflammés, que ce soit entre nous ou sur les réseaux sociaux, à savoir le Portugal est-il un grand pays de football? Et pour débattre avec moi sur ce sujet qui risque d'être passionnant et aussi enflammé, j'ai avec moi Mathieu. Comment tu vas, Mathieu? Bonsoir Alex, ça va plutôt bien. Très, très content d'être avec vous, pour enregistrer, ce podcast sur ce sujet-là en particulier. Très, très content d'enfin pouvoir faire ça avec vous donc ravi d'être là avec vous. J'ai avec moi aussi, Dany. Comment tu vas, Dany? Ça va, ça va. On attend de voir si monsieur Jean Neves rejoint le PSG pour si tu arrêtes de me casser la tête. On a essayé de voir aussi si Renato Sanchez veut bien partir. C'est où déjà? C'est pas le Candela, c'est à Poissy. C'est Maintenant, pas il y a parti. quoi? Il doit être dans un hôpital de toute façon actuellement. Donc, le nécessaire pour le libérer pour qu'il rentre à la maison. Si on fait un échange entre Renato Sanchez et João Neves, promis, on s'entendra. J'ai avec moi aussi Kevin. Comment tu vas, Kevin? Ça va très bien. Bonsoir à tout le monde, bonsoir ou bonjour à nos auditeurs. Donc, comme j'ai pu le dire en préambule, voilà, l'objectif de ce soir, de ce débat-là, c'est de vraiment déterminer si le Portugal peut être considéré comme un grand pays de football. On va essayer d'exposer nos arguments, nos différents points de vue sur ce débat-là, parce qu'on sait que beaucoup de personnes pensent que le Portugal est un pays de foot ou un grand pays de football. D'autres le pensent moins. C'est vrai qu'il y a très peu de gens arrivent à se mettre d'accord sur ce sujet-là, parce que différentes personnes ont des points de vue différents, ont des arguments différents. Il y a aussi, donc voilà, on va essayer de débattre de tout ça. Voilà, bon, avant de commencer, de toute façon, ce sera plus une discussion plutôt que des simples questions. Je vais laisser la parole à Mathieu. Mathieu, pour toi, est-ce que le pays que nous supportons, la sélection que nous supportons, le pays que nous aimons, le Portugal, est un grand pays de football? C'est vrai sur le contexte, c'est vrai qu'on sur le nom du podcast et depuis tout à l'heure Alex, on insiste bien sur le grand pays de football, c'est surtout ça le débat. C'est pas sur le pays de football, car pour moi je remettrai pas ça en question. On reste un pays Même si on peut se qui poser la question, on peut se poser la question aussi si c'est un pays de football. après ça dépend, c'est la définition de chacun, tu vois? Mais dans ma définition, pour moi, ça reste un pays de football parce que malgré tout, ça reste un pays où le football gravite beaucoup au sein de la société portugaise. Quand tu es un Portugais, tu es quand même, soumis à une certaine, médiatisation liée au football, que ça soit dans les médias, dans les journaux, dans les journaux télévisés, dans ton quotidien. Ça a une part importante pour une grande majorité des supporters portugais. Enfin des supporters et habitants, et peuples portugais. Donc pour moi, on peut toujours en débattre, hein, mais pour moi, c'est pas ma principale préoccupation, en fait, elle n'est pas là. Elle est sur sur le grand pays de football et sur cette notion de grandeur et sur cette notion de est-ce que finalement, quand on parle de grand pays de football, après il peut y avoir, voilà, la définition de chacun, mais pour moi, c'est la question de qu'est-ce qu'on fait pour le football? Qu'est-ce qu'on fait pour ce sport? Qu'est-ce qu'on fait pour ce jeu? Qu'est-ce qui, entre guillemets, nous Portugais, nous Portugal, on fait pour faire grandir le football? Et sur ces aspects-là, moi je trouve, et je le trouve depuis plusieurs années maintenant, qu'on qu'on récupère et plus qu'on ne prend beaucoup plus au football qu'on ne lui donne. Et que c'est lié notamment à, très clairement pour moi, voilà, on est au Portugal, selon moi, tu vois, dans un côté un peu d'extrême clubisme. Je parle pas que de clubisme, parce que du clubisme, pour moi, il y en a partout. Je dirais pas que c'est sain, mais en tout cas, c'est normal pour moi qu'il y ait du clubisme dans quasiment tous les pays, qui ont du foot. Mais pour moi, au Portugal, on est dans un état d'extrême clubisme. On va beaucoup plus, un peu, selon moi, prendre en otage, kidnapper le pouvoir émotionnel que ce sport collectif est capable de donner, qui est inégalable dans le monde aujourd'hui, et on va entre guillemets, «le kidnapper», le prendre en otage pour s'en servir, pour servir, en fait, notre petite communauté, notre club. Mais je même pas club de foot parce qu'en fait, on voit ça dans les autres sports collectifs que ces clubs, participent, que ce soit le handball, que ce soit le hockey sur patins. On voit des mêmes comportements de violence, des mêmes comportements de confrontation, des mêmes comportements de ne jamais vraiment arriver à expliquer le pourquoi, mais toujours à mettre la faute sur, l'arbitre,
le spectateur, le supporter adverse, le spectateur, le diffuseur, voilà. On est toujours beaucoup plus dans cette, finalement dans cette, contexte et au Portugal depuis que je suis finalement ce sport et avec beaucoup d'acteurs qui génèrent cela, de confrontation, presque de violence, entre clubs, entre 3 clubs, 3 entités. Ça aurait pu être moins, ça aurait pu être plus, en tout cas là on en a 3 et entre guillemets on défend un peu on défend violemment et allègrement sa boutique et on prend plus au football qu'on ne lui donne, et le fameux «on ne lui donne», enfin, on ne donne pas grand-chose. Et après, il y a d'autres questions et je vais pas débattre tout mon argumentaire et toute ma fiche Bristol qui est devant moi tout de suite, mais c'est pour dire que, globalement, au Portugal, le supporter portugais n'est pas forcément là, enfin, on aurait pu changer, je vais essayer d'être plus concis, mais on aurait pu changer si le sport collectif le plus populaire du monde qui transposerait le plus d'émotions serait le water polo, j'extrapole vachement, et ben, je pense qu'au Portugal, on serait presque fan de water polo. Juste parce que ce serait le terrain de jeu collectif pour pouvoir se confronter, pour pouvoir s'interposer. Dans d'autres pays, il y a d'autres pays pour moi qui aiment vraiment leur sport et qui n'ont pas besoin que ce soit le sport le plus populaire du monde. En Inde, on kiffe le cricket et on n'a pas besoin que ça soit populaire dans le monde. En Irlande, le football gaélique, c'est le sport national numéro 1 avant le foot, largement. Et on s'en fout totalement que ce soit le sport le plus populaire. Au Portugal, on s'en fout un peu de enfin, selon moi, hein, qu'est-ce que véritablement l'essence de ce jeu, l'aspect même populaire de ce jeu, tant que en réalité, tant que il procure des émotions qui nous permettent de nous confronter et entre guillemets, à la fois de nous faire gagner, mais surtout de faire perdre d'autres. Et tous ces arguments-là me font dire que, depuis que je suis ce sport, pour moi, on n'est pas réellement un pays qui fait grandir ce sport. On est plutôt un pays qui l'utilise à des fins, entre guillemets, «un peu communautaires». Dany, ton avis sur cette question aussi pour savoir si pour toi le pays, si le Portugal est un grand pays de football, si, le fait d'avoir, je ne sais pas, 3 journaux, dédicacés non seulement au football, permet de dire que nous sommes un pays de football ou un grand pays de football, si le fait que, les gens, parlent de ça, du matin au soir dans les bars, font dire qu'on est un pays de football ou pas du tout? Moi, je rejoins Mathieu sur le débat. C'est pas de savoir si c'est un pays de football, parce que pour moi, ça l'est. Le point, c'est de savoir pourquoi c'est pas un grand pays de football. Parce que je pense qu'on aura les arguments pour dire que c'en est un. Et si le Portugal n'en est pas un, il y a très peu de pays qui le sont, selon moi. Mais par contre, qu'est-ce qui fait que ça n'en est pas un grand, entre guillemets? Il y a plusieurs points où on peut en parler. Le premier point de Mathieu, c'est celui qu'il a évoqué auparavant. J'aimerais bien prendre un autre angle. C'est beaucoup lié finalement au pays lui-même, aux infrastructures du pays, où pour moi, il y a des gros problèmes parce que le football portugais est finalement très centré sur les grosses villes et autour des grosses villes. Je parle notamment surtout de Lisbonne et de Porto. Et finalement, quand tu reprends à l'échelle du pays, tu ne vois pas toutes les zones ciblées par des grands clubs, etc. Tu prends je sais pas, la région de Trás-os-Montes, tu prends Chaves, la ville de Bragança, par exemple, n'a pas de grand club. Tu vas en Algarve, tu as Farense, tu as Portimonense, tu as Olhanense, mais tu n'as pas un gros club sur la région. Et ça peut s'expliquer de différentes manières. Donc, pour moi, déjà, les infrastructures. Quand tu prends les plus gros stades, finalement, pareil, c'est très centré du côté de Benfica, de Lisbonne et de Porto. De Leiria, mais par exemple, Leiria, Coimbra ou Setúbal, c'est des zones où finalement, tu n'as plus de grands clubs. Donc, finalement, c'est difficile d'animer ces villes à ce niveau-là. J'active juste mes notifs Discord parce que c'est peut-être agaçant pour tout le monde. Je me permets. Et donc, du coup, une fois que tu enlèves les villes que j'ai citées, tu prends autre chose, c'est-à-dire tu prends aussi le fait que les infrastructures du pays, au-delà des stades, je parle notamment de tout ce qui peut être voie ferroviaire, gros axes routiers, plus tu t'éloignes de ces grosses villes, c'est un peu barbant, mais je le pense, plus ça devient difficile d'accès. Tu prends le côté est du Portugal, tu veux rejoindre une zone, je sais pas, Cerezo ou d'autres points du pays, c'est beaucoup plus compliqué. Déjà, du point de vue ferroviaire, tu n'as rien. Et au niveau des gros axes routiers, donc autoroute, tu n'as pas non plus la masse d'accès. Donc pour moi, tout ça, ça peut handicaper d'une certaine manière l'accès dès le plus jeune âge
au football. Je dis pas que c'est pas le cas parce que je prends un exemple, Benfica a des CFT dans beaucoup de villes au Portugal. Donc les CFT, en fait, c'est des écoles de football où Benfica s'implémente dans le pays et bénéficie à certaines villes. Je pense notamment récemment, on en parlait beaucoup, c'est Tavira, la ville de Et Jean Neve. Benfica, Sporting et Porto ont aussi, il n'y a Ok. pas que Benfica qui a ça. Moi, je parle de Benfica parce que je ne savais pas si les autres. C'est pour contextualiser un peu la chose, pour vous dire que. Ok. Donc, c'est là où on va dire ça contrebalance parce qu'il y a une grosse présence des gros clubs dans ces villes-là. Là où peut-être on le remarquera un peu moins. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun joueur qui sort de ces villes. Pizzi est sorti Blagins. Mais pour moi, ce n'est pas normal que dans ces villes, avec pour moi des régions qui sont quand même assez importantes, finalement, tu n'as pas de grosses structures, de gros clubs qui ressortent. Tu prends le pays voisin, tu prends en Andalousie, tu as les clubs de Séville. Tu prends le Pays Basque, pareil, tu as Bilbao, Real Sociedad. Tu vas en Galice, tu as Vigo. Tu vas à peu près dans toutes les zones de l'Espagne. La Catalogne, voilà, hein, Valence, Barcelone, la Gironde. Donc finalement, tu as facilement des gros clubs dans à peu près toutes les zones, du moins en première division. Moi, je ne trouve pas que c'est le cas au Portugal et c'est déjà un gros problème. Ça me fait du coup directement parce que c'est un deuxième point qui est le fait que la population portugaise a un gros souci à ce niveau-là. C'est-à-dire que vu que je n'ai pas de gros clubs dans ma zone, je vais finalement supporter les gros clubs du pays. Et finalement, c'est là où tu as la culture des 3 gros clubs, qui sera du coup Benfica, Porto, Sporting. Maintenant, tu as Braga qui va le faire, mais Braga, au final, fait un travail surtout sur sa zone. C'est peut-être bête ce que je veux dire, mais pour récupérer déjà les supporters dans leur ville, et dans les villes aux alentours. Et donc, avoir ce truc, cet attachement à la ville. Et Porto, pour moi, l'a fait à l'époque via la région. C'était le discours Pinto da Costa aussi à l'époque, quand ils se battaient contre les clubs de la capitale. Ce discours était aussi pour promouvoir une région et un sentiment d'appartenance. Là où, encore une fois, comment tu le fais du côté de Trajmont, quand tu es à Blagans, quand tu nais à Blagans, qui tu vas supporter dans ta ville, finalement, tu fais vite le tour et tu comprends qu'il va falloir s'intéresser au foot d'une autre manière, soit via la sélection nationale. Et c'est là où, pour moi, finalement, c'est ça qui a un gros attachement à la sélection, c'est qu'on est tous concernés. Mais quand il va falloir supporter son club, ça devient vite compliqué. Et c'est là où, pour moi, ouais, c'est un gros problème. C'est pas normal. Enfin, moi qui suis supporter Benfica, je vais vous dire, ouais, j'adore voir mon club partir dans tous les déplacements à l'extérieur et remplir le stade et avoir que des supporters Benfica. Mais au final, si on prend vraiment d'un point de vue objectif, est-ce que c'est normal que tu arrives dans ces zones-là, que tu arrives dans ces clubs-là et que tu te dises, ok, on est majoritaire dans tous les stades et finalement, tu n'as pas vraiment de sentiment de venir, de découvrir une région, un endroit. Tu fais vite le tour. Guimarães, c'est le cas. Quand tu vas à Guimarães, tu comprends. Il n'y a que limite chez nous, on voit ça limite. Il n'y a qu'au Portugal, quasiment qu'on voit que. J'aurais pas de. Tu vois, tu vas prendre l'Argentine, tu vas prendre le Brésil, tu vas prendre la Turquie, tu vas prendre la Grèce. J'ai pas de contre-exemple où on voit que ça au Portugal pour moi. Parce que ça vient de. Il faudrait creuser, de comprendre pourquoi. Moi, je pense vraiment que ça s'explique par rapport aux structures. Tu vois, quand tu prends un Leiria qui met, je crois, 15 000 personnes et qui axe vraiment sa communication et son marketing sur la ville, et tu sais qu'il y a une jeunesse qui aujourd'hui reprend le truc et qui essaie de venir au stade. Pour moi, il y a un engouement qui vient à côté. Quim, c'est un peu pareil, mais finalement, ce qui a été fait avec le club, ça a été un désastre. Et Setúbal, c'est pareil. Donc, pour moi, ça peut venir aussi de ça. C'est que les grosses villes, outre Porto et Lisbonne, finalement, tu n'as pas eu de suivi. Tu as eu des structures qui sont complètement cassées la gueule. Et il n'y a pas eu un soutien, peut-être au niveau de la politique. Je parle de, je sais pas, de plans pour enlever les dettes de ces gros clubs, essayer de les ramasser, parce qu'il me semble que Quim, c'était une dette, et je crois que le club est encore sous des grosses dettes et ne peut pas se relever parce qu'il n'y a personne qui peut venir pour racheter le club, pour investir. Et quand tu vois la ville de Quim, c'est vraiment quelque chose qui est ancré, il y a une vraie identité, tu dis que le club ne suit pas derrière, c'est assez triste. Du coup, tu perds vraiment un gros soutien, et à Léry, pareil. Donc je pense que si déjà tu avais un travail qui était fait dans ces zones-là, tu vois, quand tu prends à Paris, tu sais que tu n'as que le PSG en Ligue 1, mais tu vas voir le Red Star tous les week-ends, tu as une grosse présence, tu as une vraie culture club, tu as déjà engagé. Aujourd'hui, c'est en Ligue 2, c'est pas rien. On verra peut-être plus tard qu'il y aura une Ligue 1, mais derrière, tu sens qu'il y a un travail qui est fait en amont, et je pense que ça peut se faire à tous les étages. Mais encore une fois, il faut une autre manière de consommer le football au Portugal, selon moi. Pourquoi tu disais que, par exemple, dans la région de Bragança, il n'y avait pas de club? C'est vrai, après, tu as Mirandela à côté qui était en 3e division portugaise il n'y a pas si longtemps. Et forcément, quand tu vas au stade et que tu vois Zaidou, je pense que tu n'as pas forcément envie aussi d'y retourner.
Donc, Non, mais par exemple, donc, le stade de Mirandel, par exemple, c'est combien de places? je sais pas, mais Ouais, c'est tout petit, hein. Pour y au passer un peu souvent, au c'est final, tu prends peut-être 5 000 6 000 personnes. Je pense que tu prends le top 10 des stades au Portugal, tu prends le top 10 en Espagne, le top 10 en France, le top 10 en Turquie, aux Pays-Bas, dans tous ces pays. Au final, tu as des stades qui sont vraiment impressionnants. Donc, ouais. on en parlait, je crois qu'on en parlait avec Mathieu l'autre jour. Tu prends le Jamol. Jamol, c'est un stade impressionnant. Il est laissé à l'abandon, alors qu'il y aurait tellement de choses à faire à ce niveau-là, qui pourraient être Mmh. travaillées. Quand tu vois qu'en France, bah, le stade du pays, c'est le Stade de France. Et quand tu prends le Portugal, bah, c'est le Jamol. Bah, tu dis que c'est dommage. Cette année, on a eu Portugal-Croatie où j'ai trouvé que c'était une très belle initiative. Pour moi, ça doit partir de là. Mais ça fait partie pour moi du patrimoine au Portugal et il doit y avoir un investissement qui soit fait, que ce soit via la fédération ou via voilà, le gouvernement. Je ne saurais pas dire qui pourrait le faire, mais il y a un travail à faire à ce niveau-là pour passer un cap. Pour moi, ça vient aussi par ce genre d'action et pas seulement sur les trois gros. Pour moi, il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, mais d'une autre manière. Mais Dany, concernant le Jamor, il me semble qu'il y a un projet de rénovation Bah, je sais pas si Mathieu, tu veux en qui, parler, mais qui est en cours, hein. moi, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'on en parle depuis beaucoup d'années, mais que finalement, en fait, j'ai l'impression que ce qui bloque, c'est qui va mettre l'argent. Il me semblait que les travaux qui devaient être faits allaient coûter assez cher. Et finalement, du coup, bah, entre-temps, le temps passe. Il me semble même que normalement, le stade n'est même pas en condition pour accueillir X personnes, même malgré la rencontre qu'il y a eu récemment. Il me semblait, je crois que c'était Casapi, elle pouvait plus y jouer pour ce genre de raison. Je te prends le cas par exemple de Casapi, maintenant que j'y pense. Ils vont jouer à Rio Maior. Rio Maior, c'est 10 000 places à peu près. C'est une mini-arène. C'est à 1 heure de Lisbonne. Aujourd'hui, je suis supporter de Casapi. Si je joue à domicile, je fais 1 heure de voiture pour aller voir mon club. Voilà, et je le fais 2 3 fois dans le mois. Donc, pour moi, ça, par exemple, si tu veux être un grand pays de football, ça, c'est pas normal. C'est pas normal de devoir faire 1 heure pour aller dans une zone qui n'est pas la tienne. Et finalement, ne jamais jouer vraiment à domicile parce que peu importe les équipes que tu vas taper, dans le top 4, top 5, tu te feras un peu écraser, manger. Donc, c'est assez étrange, selon moi. Kevin, ton avis sur cette question un peu où, pour savoir si le Portugal est un grand pays de football ou pas? En fait, pour moi, je rejoins Dany et Mathieu sur leurs arguments. Il y a des arguments pour et des arguments contre. Les arguments contre, c'est au niveau effectivement des infrastructures, de la culture et également comment on consomme le football au Portugal. Après, ça s'explique par plusieurs raisons. C'est-à-dire que enfin là, on va entrer dans les termes, voilà, mais la densité de population, malgré tout, elle a aussi une grosse influence parce que en fait, on est tous, amassés, bah, sur la côte ouest. Donc forcément, dès qu'on rentre, dans les terres, on a moins de population et puis d'ailleurs, Dany l'a dit, tu as moins de structures autoroutières, enfin voilà, tu as plusieurs explications qui font que, il y a aussi un déséquilibre. Et on le voit aussi au niveau même, ne serait-ce que des clubs, actuellement en première division. Tu en as autour de Porto, tu en as autour de Lisbonne, tu en as un petit peu, à l'Algarve et voilà, c'est tout. Et sinon, il y a aussi effectivement, moi je pense que, il y a aussi peut-être un manque de comment dire? D'identité régionale, je dirais. Enfin, en tout cas, c'est moi ce que je ressens. On a parlé de Trás-os-Montes, avec Chaves. Ça, pour le coup, je trouve qu'ils ont une identité quand même régionale et c'est pour ça que Chaves, malgré leurs résultats, a quand même un petit public. Ça reste, voilà, ça reste minime, mais ils ont quand même un public. Mais au-delà de ça, on n'a pas, on parlait de la Catalogne, on parlait du Pays basque et cetera. On n'a pas, je pense, au Portugal, d'identité comme ça, à part nous Minho, où c'est vrai qu'il y a quand même une identité assez forte, mais bah, ce qui est dommage, c'est que, voilà, un club par exemple, une ville comme Viana, c'est quand même une honte pour moi qu'il soit pas plus haut classé. Une ville comme Viana devrait être à minima en deuxième division, portugaise, voire même en 1re. Une ville comme Viseu, d'ailleurs, aussi,
Viseu, je crois que c'est 100 000 habitants, ou quasiment. Et pareil, il y a pas vraiment les résultats ensuite qui suivent. C'est pas, c'est Euh, pas, c'est pas les pires parce ouais, ils gravitent c'est pas les en pires. deux. Et Je te il y a l'accorde, eu c'est pas les pires. des faits quand même. Mais je suis d'accord avec toi. Pour moi, tout ce qu'on cite là, c'est de la D1. Quand tu prends un club comme Famalicão, Famalicão, la ville de Famalicão, c'est tout petit, hein. Alors je dis pas que, bon, vu que c'est des petites villes, du coup, on s'en fout et Non, puis non, bien basta. sûr. Mais quand tu vois ça, tu te dis que oui, il y a des villes qui devraient prendre le sujet, à mon avis, encore plus important, parce que je pense qu'il y a une fuite des talents. Les talents vont forcément dans les gros clubs et je pense que sans les gros clubs, on manquerait beaucoup d'opportunités. Mais je pense que c'est un travail à faire à ce niveau-là. Et en fait, le truc, c'est qu'il faut qu'il y ait une aide aussi, à mon avis, au niveau de l'État. Je pense au niveau des infrastructures, au niveau des aides pour, je sais pas, je te prends des gens qui voudraient être éducateurs, pouvoir allier un petit travail à côté, faire éducateur. Enfin, pour moi, il faut une structure qui soit assez forte pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent travailler dans ces clubs-là à une plus grosse échelle, une plus grosse importance. Et pour moi, on en revient même, c'est que le pays n'a pas forcément les moyens pour le faire. Et donc, il y a un retard et ça impacte le foot aussi. Il y a un gros retard. Il y a un gros retard, enfin, effectivement, qui a été pris. Après, voilà, c'est structurel, en fait. Le problème, c'est que c'est structurel. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que tu pas de supporters en plus, donc, parce qu'ils se tournent effectivement vers les trois grands, plus vers Braga, pour ceux qui sont éventuellement nous Mignes et qui se reconnaissent dans, voilà, dans le Sporting Club de Braga ou Guimarães. Pour le coup, c'est vrai qu'on n'a pas cité Guimarães, mais il y a pour le coup une identité assez forte. Et je trouve que c'est intéressant ce qu'ils proposent, etc. Mathieu ne sera pas forcément d'accord avec moi. mais, mais en tout cas, voilà, je trouve que en termes de supporterisme, c'est un exemple. Parce qu'ils ont une identité propre, alors que les résultats ne suivent pas forcément. Le club est assez mal géré. Ils enchaînent les saisons avec Europe et la saison d'après sans Europe. Donc voilà, il y a plusieurs exemples malgré tout de clubs voilà, qui arrivent quand même à attirer des gens au stade. Mais globalement, tu l'as dit, Dani, c'est que quand le Sporting se déplace, quand Benfica se déplace, quand Porto se déplace, ils jouent souvent à domicile. Et à la limite, l'exemple que je peux avoir en tête, c'est un petit peu en France, avec le PSG et l'OM. À l'extérieur, des fois, ils peuvent presque jouer à domicile. Moi, je l'ai déjà vécu, par exemple, à Nantes, alors que le FC Nantes, c'est quand même un grand club. Et Marseille, je dirais pas qu'il était à domicile, mais en tout cas, tu as beaucoup de supporters marseillais qui sont présents au stade. Pareil à Toulouse. Pour le PSG, c'est pareil. Quand ils se déplacent, par exemple à Caen ou dans d'autres stades, ça peut arriver aussi qu'ils jouent presque à domicile, mais c'est pas l'équivalent du Portugal où vraiment tu as Le cas de un Toulouse, stade acquis. Tu les as encore eu en Europa League contre nous, où ils sont venus remplir notre parcage à l'extérieur. Qui fait ça au Portugal, hormis les 3, 4, allez, 4 grands, même Tout à Guimarães. fait. Guimarães Tout l'a à fait. fait à Arsenal en Europa League de mémoire, mais tu enlèves ces 5 clubs, t'as personne quasiment Non, enfin, il n'y a personne qui le fait. bien sûr. Il n'y a personne qui le fait. Et ça, pour moi, ça rentre dans mes critères de tu peux pas être un grand pays de football. Tu es un pays de football parce que je pense qu'il faut l'évoquer aussi, les arguments qui pourraient faire qu'on a un grand pays de football. Là, on est plus sur finalement ce qui fait, qui selon moi, ça bloque. Et je pense qu'Alex pourra aussi citer les siens. Mais tu en as beaucoup qui, pour moi, montrent que c'est un souci. Je ne sais pas si je peux rapidement, Alex, parler de ça par rapport à ce que disait Mathieu, mais c'est vrai que la manière dont on consomme le football portugais, le football au Portugal, pardon, est très malsaine dans le sens où, pour moi, on a un truc où on aime nos clubs, mais on n'aime pas forcément le football de manière générale. Ouais, c'est ce que De j'allais manière dire, populaire. Dani. Je te laisse Vas-y, compléter, Alex. mais justement, j'allais justement rebondir là-dessus, je te laisserai après rebondir, Dani. Justement, j'allais prendre la déclaration de Mourinho qui dit tout ce que tu viens de dire. En fait, il dit que le Portugais aime les clubs, mais n'aime pas le football. Et moi, à partir du moment où tu es comme ça, pour moi, tu n'es même pas un pays de football, en fait. Après, j'entends vos arguments, etc. Mais à partir du moment où tu aimes tes clubs, mais pas le football en général, je vois pas comment tu peux être un pays de football. Mais vas-y, Dani, je te laisse compléter, parce qu'effectivement, je voulais vous poser la question sur le fait que
la phrase de Mourinho vous a-t-elle choqué ou bien vous êtes d'accord avec? Et qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Bah, pour moi, oui, c'est le cas. Le supporter portugais, de manière générale et populaire, encore une fois, pour moi, ça vient depuis très longtemps. C'est qu'à l'époque de Salazar, c'était aussi un de ses atouts, pardon, c'était de promouvoir le football, de le mettre en avant. Au final, quand Benfica gagne des champions et quand il y a les plus grandes heures avec Eusebio, etc., il y a vraiment un intérêt politique derrière, c'est de promouvoir le football pour un peu divertir le peuple, lui donner une occupation malgré enfin, ouais, on peut dire la famine, on peut dire tout le désordre qu'il pouvait avoir, c'était de se réfugier dans les stades et d'avoir un peu cet exutoire où tu pouvais fêter, célébrer et sentir que le Portugal était un grand pays au niveau du football. Et Salazar le savait très bien, d'où l'histoire qu'on connaît tous, où Eusebio devait partir à l'Inter Milan et Salazar a bloqué le transfert. Et pourtant, Salazar n'aimait pas plus le football que ça. Malgré tout ce qu'on peut entendre, c'était pas un fervent supporter de football, mais il savait qu'il y avait un avantage à tirer avec le football, c'était qu'on pouvait contrôler entre guillemets, les gens, l'occupation, etc. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, mais on pouvait écouter la radio ou quand tu étais à Lisbonne, aller au stade et être dans une arène et voir des grands joueurs jouer contre les plus grands clubs européens et entre guillemets, tu te régalais. Et derrière, pour moi, ça a continué. Tu as eu l'arrivée de Pinto da Costa qui a permis à un Porto de vivre ses plus grandes périodes et finalement, ça suit après Salazar et tu connais une grosse période pour Porto qui va chercher une Ligue des Champions plus une deuxième dans le début des années 2000. Et donc, du coup, on arrive à un moment où même quand tu as une grosse émigration, parce que nous, on est franco-portugais, quand tu arrives en France, ton père va consommer du foot portugais, ton père, ta mère, pardon. Et au final, on te met un club direct. Moi, quand je suis né, on m'a pas mis, allez, les 16 clubs du championnat, tu te fais kiffer, tu veux prendre qui? Tu veux prendre Rio Ave? Non, finalement, tu prenais un peu le club, dans mon cas, que le père allait supporter, que ton oncle allait supporter, le stade que tu allais visiter durant le mois d'août. Et je pense que pour le Portugais qui vit au Portugal, c'est à peu près la même chose outre la capitale et les grosses villes, quand tu es né dans un village, écoute, de manière populaire, ici, nous, on supporte Benfica, ici, on regarde plus Porto, parce qu'il faut supporter un club. Et en fait, pourquoi les supporter si ce n'est pas le club local qui n'a pas une grosse importance? Je sais pas, moi, je suis de Mont-Sang, je ne vais pas aller supporter au Sportif Mont-Sang, entre guillemets, parce qu'il n'est pas dans les gros, en D1 ou en D2 ou en D3. Et donc, du coup, qui c'est que tu supportes? Un des trois clubs. T'as dit quoi, monsieur? D5, hein. Désolé. Et on a quand même un joli stade, mais du coup, de manière populaire, en fait, on va dire de supporter un club. Est-ce que derrière, en fait, tu vas avoir ce côté où, malgré le fait que tu supportes, moi, je connais beaucoup de gens, et je pense que c'est le cas de tout le monde, qui vont dire que je supporte Benfica. Ça ne va pas regarder plus de matchs que ça ne va pas s'intéresser vraiment à la vie politique du club. Par contre, on va te dire, ouais, l'arbitre, etc. C'est là où, pour moi, c'est le côté nocif, c'est qu'on va s'intéresser un peu aux à côté. Et on peut limite basculer sur un autre débat, c'est les médias, c'est la manière dont on vend le football. C'est que le portugais, et je pense que l'humain, même tout court, mais au Portugal, c'est poussé à l'extrême, vu qu'on est très dans le sensationnel, dans l'émotionnel. En fait, tout ce qui se passe à côté du terrain et pas vraiment le jeu comme peut le promouvoir un Carlos Daniel ou un Lobo. En fait, on va te parler vraiment de l'arbitrage, du président qui a crié, du joueur qui s'est énervé, de l'entraîneur qui, après 2 défaites, parce qu'en fait, si tu perds 2-3 matchs quand tu as un gros club, tu es vite en crise au Portugal. Du coup, on va faire du sensationnel. Et c'est là où, pour moi, la consommation du football, elle est très mauvaise au Portugal, parce qu'on ne va pas s'intéresser dans la petite ligne, ce qui peut être intéressant. Alors, je ne dis pas que 100% de la population portugaise est comme ça, mais je dis que de manière générale, les gens sont comme ça. Et pour moi, ça aussi, ça provoque le fait que du coup, tu ne peux pas être un grand pays de football si tu ne sais pas consommer correctement le football, du moins de manière saine, je pense. Mais justement, Dany, je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire. Moi, je trouve que juste la base, au niveau de la médiatisation, je trouve que la base, je vais mal m'exprimer certainement, mais entre guillemets, la base peut être bonne. C'est-à-dire que le football est très médiatisé, donc ça peut te faire croire que c'est un grand pays de football parce que on en parle énormément en fait. Oui. Quand tu compares par rapport le journal, voilà, le 20h sur TF1 vs le 20h sur RTP, TV, etc. Le 20h, s'il y a une info sur le foot, c'est parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, etc. Voilà.
sur RTP TV. Alors déjà en plus c'est vrai que les journaux au Portugal, les journaux télévisés, c'est plus d'1 heure. Bon, ici, c'est plus, 30 minutes, donc il y a ça aussi. Mais ils ont un focus, voilà, sur Benfica, sur, le Sporting, sur Porto. Là, en ce moment, il y a le mercato. Donc comment dire? Ils traitent aussi les rumeurs. Ils parlent, bah, de la prépa physique, ils donnent, les interviews, de Schmitt, de Ruben Amorim, et donc, du coup, sur la base, je trouve que c'est bien. Enfin, ça peut te faire croire que c'est un grand pays de football. Le problème, et c'est comme tu l'as dit, c'est qu'en fait, c'est du sensationnalisme, que bah, enfin, surtout avec CMTV, Sport TV, etc., ça parle essentiellement d'arbitrage, comme tu l'as dit. Et c'est ça, en fait, qui divise les gens. Et du coup, bah, forcément, le débat est malsain, quoi. Mais sur la base, Tu c'est prends intéressant. Après, c'est comment est traité le football, en fait. C'est ça. Quand tu prends CMTV, par exemple, tu es pas sur un truc de vouloir, apporter de l'info pertinente auprès de ton téléspectateur, mais tu es plus sur le truc de le rendre un peu bête et de lui donner un peu de l'information, rapide. Un truc qui vas-y, monsieur. Je suis d'accord avec toi, Dani. Mais comment dire? Enfin, CMTV, pour moi, c'est l'exemple extrême si tu veux, si tu prends l'ensemble des médias au Portugal. Et enfin, on y va dessus et je pense que ça a une part de responsabilité très importante. Mais moi, pendant longtemps, je me suis dit, c'était leur faute. C'était la faute des médias, c'était la faute des journaux, c'était la faute du Telo d'Attaque, c'était la faute de tous ces gens-là qui se prenaient comme les grands Manitou du football au Portugal et qui ne faisaient pas, enfin, qui n'éduquaient pas finalement le spectateur à plus de jeux, plus de compréhension du jeu, plus de compréhension de ce qui se passe sur le terrain, plus de compréhension du niveau des joueurs. Et pendant longtemps, je me suis dit, c'est leur faute. Et en y réfléchissant, et même en réfléchissant pour ce podcast, tu vois, moi, je me rends compte que ça fait 15 ans que je suis assez assidûment ce football. Depuis plus longtemps, mais assidûment depuis au moins 15 ans. Et finalement, tu te rends compte que rien n'a changé. Mais pourquoi rien n'a changé? Parce que peut-être que le consommateur, on va l'appeler comme ça, ne veut pas de changement. C'est-à-dire que le consommateur n'attend peut-être pas, en fait, plus de jeux, n'attend peut-être pas forcément plus de débats, n'attendait peut-être pas forcément, tu vois, un vrai débat sur. Bah, moi, je prends l'exemple parce que là, en fait, on fait ces podcasts après l'Euro, mais est-ce que véritablement, il y a une seule émission au Portugal, un seul journal qui s'est réellement posé la question de notre défaite, qui s'est réellement posé la question du pourquoi de notre défaite, du pourquoi de notre compétition, de quel football on a joué, est-ce que c'est vraiment notre identité, est-ce que c'est vraiment notre jeu? Toutes ces questions-là, on se pose pas. On s'est juste regardé dans le blanc des yeux, on s'est dit, bon, on a perdu. Soit on gagne, soit on perd. C'est pas qu'importe, pas qu'importe. C'est comme ça au Portugal. C'est-à-dire qu'on En ne fait, sait pas. ça a été fait, pour répondre à la question, ça a été fait, mais sauf que ça n'a pas été médiatisé parce que c'est pas intéressant. Parce qu'un Carlos Daniel qui va le dire sur RTP ou une Sofia C'est Oliveira marginal. qui va le dire sur C'est CNN, marginal. c'est pas repris, c'est pas intéressant. Je suis d'accord avec toi, mais tu compares à la France, même si c'est pas forcément des maîtres du ça, mais tu as quand même des espaces où bah, tu as des grandes émissions d'équipe TV du soir, enfin l'équipe du soir, l'after, qui parlent finalement de foot, et même l'after, on peut dire tout ce qu'on veut, a quand même depuis 15 ans traité d'énormément de sujets sur tous les niveaux du foot, et même encore plus, depuis 15 ans. Et ça, au Portugal, on n'a pas du tout ça. Mais pendant longtemps, moi, j'ai cru que c'est parce qu'on ne voulait pas leur donner, qu'on ne voulait pas les éduquer, parce qu'on voulait les garder entre guillemets bêtes. Mais pour moi, il n'y a pas de réciprocité. C'est-à-dire que c'est nuancé. C'est-à-dire que les gens n'attendent pas forcément plus de compréhension de compréhension du jeu. De toute façon, tant que tu, entre guillemets, as ce côté victoire ou défaite, j'ai gagné, ok, tout va bien, je perds, je mets le feu à tout. Et ça, les médias portugais, bah, ils l'ont très bien compris. Enfin, la majorité des médias, les majeurs ont très bien compris. Il y en a très peu. Pour moi, il y en a qu'un seul, véritablement, qui pour moi est largement au-dessus de tout. C'est Zalozalo, qui vraiment fait un travail absolument, mais qui est une toute petite équipe et qui fait un travail extraordinaire. Et je prends des exemples vraiment qui me sont venus comme ça. Par exemple, pendant le Ramadan, il n'y a jamais aucun article en France, au Portugal, pardon, qui évoque de comment les joueurs musulmans en amateur ou en professionnel vivent cette période-là pour eux. C'est pourtant intéressant de savoir ça, comment des joueurs, parce que si on aime vraiment ce sport, on s'intéresse à ses acteurs principaux. Et évidemment, les acteurs principaux, on s'en fiche. On a des tas d'acteurs de confession musulmane au Portugal, enfin, qui jouent au foot, et on se pose la question. Si, il y a un seul média qui l'a fait, Zalozal, encore une fois. Il y a un autre sujet, moi j'en ai pris deux, mais vraiment très très éloignés, hein. Il y a une histoire notamment en Angleterre, tu vois, où
un antidouleur très puissant qui est utilisé dans plein d'opérations qui s'appelle le tramadol, a été interdit en Angleterre parce que c'était considéré désormais comme un produit dopant. Les gars, The Athletics en Angleterre, a fait un papier extraordinaire où on interviewé des tas de médecins, des tas de spécialistes pour comprendre pourquoi ça avait été interdit, quels sont les effets sur les joueurs de foot. On s'intéresse, on essaie de comprendre ce qui se passe on essaie de comprendre ce qui se passe au niveau du joueur. Et on parle de de sites internet qui parlent en plus beaucoup de jeux, d'essayer de comprendre la psychologie des entraîneurs, des joueurs, d'essayer de comprendre leur plan de jeu. Enfin, tous ces trucs-là, ça au Portugal, ça n'existe pas. Je suis désolé, ça n'existe pas. Et si pour moi, ça n'existe pas, c'est parce que d'un côté, c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas forcément cette connaissance journalistique et cette volonté de le faire. Et pour moi, les journalistes au Portugal, je suis désolé, ça me retombera peut-être dessus un jour, mais ils sont complètement à la ramasse. Quand tu écoutes les conférences de presse, quand tu écoutes les conférences de presse des clubs, des sélections les plus médiatisées, c'est nul. C'est nul à chier, je suis désolé. Les questions sont nazes, on pose rien sur le jeu, on pose rien sur les joueurs, on pose des questions limite personnelles sur la vie des joueurs, enfin des trucs absolument bidons qui va intéresser l'influenceur du coin, c'est tout ce qui va se passer. Mais se poser des questions réellement sur le football, ça par contre, on ne se les pose jamais. Et pour moi, c'est nuancé dans le sens où, bah, c'est vrai que ils ne font pas l'effort d'éduquer, mais entre guillemets, ils ne donnent pas depuis que je suis le foot, donc c'est-à-dire depuis bien longtemps, bah, en fait, il y a pas cette réciprocité, c'est-à-dire qu'on ne demande pas plus. Alors oui, il y en a qui demandent, mais pour moi, en effet, ils sont une minorité. Ils demandent et donc ils suivent les Zolozèles. Ils ont suivi la quarantaine d'abord quand c'était pendant le Covid. Là, ils ont trouvé une mine d'or, mais au final, c'est quoi 40, 50 000, 100 000 personnes qui ont regardé cette émission sur une population de 10 millions de personnes. Enfin, c'est extrêmement peu les personnalités, les personnes, le peuple qui veut réellement s'intéresser au football. Et donc, après, pour moi, ça revient pour terminer à ce complexe, enfin cette obsession de l'arbitrage, parce qu'en effet, dans tous les cas, c'est beaucoup plus facile de commenter des décisions d'arbitrage que de comprendre ce qui se passe sur le terrain. Et pour moi, le symbole ultime, il est là. On l'a déjà dit 100 fois, mais l'émission Sport TV où après le match, le premier truc, Direct. c'est rentrer en cabine d'arbitrage et analyser les moments du match au niveau de l'arbitrage. C'est une folie. Pour moi, c'est une folie. Le diffuseur, il est écrit juste en dessous, Dani. Mais le diffuseur, comment dire, le diffuseur, il va pas te mettre quelque chose que les supporters ne veulent pas voir. À un moment, s'ils se rendaient compte que leur produit ne fonctionnerait pas, que les droits télé se dévalueraient, qu'ils auraient moins de supporters, tu vois, tu changerais ta stratégie. Ils ne changent pas leur stratégie depuis que je suis le football. Il n'y a aucune émission, il n'y a aucun talk show d'après-match sur la Sport TV. Il n'y a aucune émission après les matchs normaux, entre guillemets. J'ai regardé des matchs de Braga depuis 15 ans et on n'a jamais rien eu après les matchs. On a parlé les interviews, les flash interviews, c'est tout. Et pour les grands. T'as Sport TV+, qui va traiter un peu. Mais c'est pas médiatisé parce qu'ils savent que ça va pas. En fait, quand tu fais ton match au Portugal, tu bascules sur CMTV. Et après, on te donne une force ou un intérêt via des mecs qui sont là, en fait, qui pour moi représentent de manière générale, encore une fois, le portugais le portugais moyen. Le mec qui finalement ne comprend pas grand-chose à ce qui se passe, supporte son club et facilement va se mettre à la place d'entraîneur. Lui, il ne doit pas jouer, lui, il ne doit pas faire ça. Et pour moi, la manière de consommer le football, on est bloqué sur les années 90-80, où finalement, on n'a pas compris qu'on avait passé un cap pour moi, d'une grosse manière dans le football. Dans le football moderne, aujourd'hui, de la manière dont tu réfléchis, tout est professionnalisé, etc. On a vraiment passé un gros cap. Et pour moi, ça n'a pas été assimilé par tout le monde, de manière générale. Ça ne le sera jamais de toute manière. Mais je pense qu'il aurait dû avoir un gap plus important sur la manière de consommer, même comme ça. Mais en fait, ça aurait dû se voir rien que dans les spécialistes. Finalement, des spécialistes, on n'a pas tant que ça. Je te prends Luis Villard, qui est énormément décrié par énormément de personnes, qui finalement est aussi, on peut aimer ou pas ses positions, mais c'est quelqu'un qui va savoir traiter un sujet, qui va savoir t'en parler, il va peut-être faire du sensationnalisme. Ça va venir. Hein. Mais derrière, il y a quelque chose, il y a une structure, mais parce qu'il y a des études, c'est un mec qui a fait des études, qui a fait des tests sur chaque sujet, qui est parti à l'étranger, qui a voulu s'intéresser aussi sur comment on consommait le foot à droite, à gauche, et qui, quand lui est revenu, c'est ce qu'il disait encore l'autre jour sur un podcast au Portugal, il disait, moi aujourd'hui, je n'aime plus le foot portugais. Je n'aime plus le foot tout court, parce qu'en fait, je connais tout l'envers du décor, tout ce qui se passe, et finalement, en fait, je suis détaché de ça, parce qu'en fait, les personnes qui le représentent ont tout fait pour, au final, faire en sorte que ça soit mauvais. Et je ne sais pas si on basculera sur une autre thématique. Peut-être que tu avais d'autres choses à dire, Mathieu, mais moi, ça va me faire pousser à d'autres choses encore. J'ai une dernière chose sur l'aspect médiatique. Tu vois. C'est pour moi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais le Télé d'attaque le lundi,
Bah, je suis désolé, c'était le rendez-vous de plein de personnes et en Bah oui. réalité, est-ce que tu mettais 3 personnes de 3 clubs, tu le fais encore, hein, mais 3 personnes qui ne connaissaient absolument rien. Tu prenais des avocats, tu Et la prenais des plus grosse émission qu'il y a eu, je crois la plus grosse audience, je pense qu'on le sait tous, c'est quand BDC allait là-bas et bien qui sûr. arrivait avec un tas de feuilles comme ça et qui a allumé à tir larigot tout le monde. Tout le monde. Et ça a été le plus regardé parce qu'en fait, il y avait du sang qui coulait, quoi. Bah, bien sûr et il y avait pas de foot à l'intérieur. Il y avait juste Non, du communautarisme de 3 clubs, de 3 entités, ça aurait pu ça de 3 entités et l'espace de confrontation, c'est un plateau télévision. Mais ça fait plaisir à tout le monde et ça fait des audiences de fou parce qu'en plus ça passe sur la chaîne publique numéro 1 en Portugal et donc qu'est-ce qui se passe? Bah, cet espace de confrontation et donc tout le monde se bat. Il y a cette petite violence qui fait plaisir globalement à peu près à tout le monde au Portugal ou en tout cas, à la majorité des supporters et finalement tout le monde s'y retrouve. Là, c'est pas sur un terrain de foot, sur un plateau télé, on sait qu'on se retrouvera le dimanche sur un terrain de foot. Mais globalement, ce comportement-là, bah, on le retrouve dans plein de sports, dans le football et sur les plateaux télé. Donc et ça a fait des audiences de fou pendant des années et en réalité, encore une fois, bah, les gens ne demandaient pas autre chose. La grande majorité, par contre, ne demandait pas autre chose. Je dis pas que tout le monde ne demandait pas parce que, voilà, par rapport à ce qu'a dit Alexandre sur le côté, sur la déclaration de Mourinho et en réalité, pour moi, en fait, elle base quand même pas mal le débat parce que pour moi, il y a quand même, mmh, au Portugal, il y a quand même d'immenses professionnels, alors au niveau entraîneur, au niveau même si on parle des joueurs, si on parle des directeurs sportifs et qu'il y a une et dans le côté, ce que je disais dans mon intro sur qu'est-ce qu'on donne au football, on a quand même donné des très grands joueurs, on a quand même donné des joueurs extraordinaires, l'un des plus grands de tous les temps, on a quand même donné des entraîneurs et un des plus grands entraîneurs de tous les temps. On a quand même donné une méthodologie d'entraînement, il faut pas l'oublier ça, la périodisation tactique qui est utilisée dans le monde entier aujourd'hui. Pour moi, on donne pas assez, on prend beaucoup et on donne pas assez parce qu'on se pose pas on en reviendra peut-être après, mais on se pose pas assez la question sur notre identité, sur quelle est véritablement notre identité en termes de jeu, en termes de football, qu'est-ce qu'on veut, sur quoi enfin, comment on veut gagner l'Euro en fait, comment on veut gagner la Coupe du Monde. Ça, ces questions-là, en fait, on se les pose pas. Les Anglais sont en train de se la poser après la défaite de dimanche. Les Espagnols et les Argentins ont gagné grâce à ça. Mais nous, on se pose en réalité jamais la question. On se pose juste savoir si on a gagné ou perdu à la fin. Et après, on fait notre bilan là-dessus. Et donc, pour moi, on donne, enfin, on donne pas assez et on prend beaucoup. Et c'est pour ça que pour moi, on reste un pays de football. Après, on peut le débattre, mais que le fameux grand pays de football, bah, ça revient aussi de nouveau à la déclaration de Mourinho sur la mentalité, sur le fait que oui, il y a la grande majorité, je dis pas juste la majorité, je dis la grande majorité du peuple portugais au Portugal a une vraie problématique de compréhension de ce jeu et utilise plutôt ce jeu pour pouvoir se confronter communautairement à travers ces 3 clubs, que vous connaissez tous. C'est une thématique que je voulais aborder également sur, l'aspect plus sportif qu'autre chose. Comme on l'a évoqué, le Portugal a sorti, des Rui Costa, des Eusébio, des Figo, des Cristiano Ronaldo. Les clubs portugais ont gagné 4 Ligues des champions, donc je rappelle Benfica, 2 fois dans les années 60 et ensuite Porto en 1984 et 2004. Donc, on 87. ils ont Il connaît les dates par cœur de Porto, hein. Voilà, vous êtes tous- Et vous êtes non, tous- non, il les connaît pas, c'est 87. 87? Ouais, 84, il fait une finale, pardon. 84, il Ok, fait une finale et 2027, il n'est pas il supporter. gagne la Ligue des champions. Heu, et tu as même le Sporting qui fout une finale de Coupe des Coupes en 66, je crois, ou 64, je sais plus. Et Je vérifie. leur coupe UEFA en 2005, si je dis pas de bêtises, dans Ouais, leur c'est stade. ça. Oui, Qui font ouais, qui gagnent la Coupe des à Coupes, parce que la domicile, Coupe ouais. UEFA, c'était autre chose. C'est comme la coupe, enfin, c'est quand gagné le PSG, bref. Mais voilà, je veux savoir si, de ce fait, avec notamment la périodisation tactique mise en place par, Mourinho en quelque sorte, même si c'est bien plus compliqué que ça. On a sorti Mourinho, on a eu un moment, la grosse mode des entraîneurs portugais. Hem, Est-ce que tout ça peut placer, le Portugal comme un grand pays de football, Kevin? Beh, pour moi, oui. Sur, ce critère-là, pour moi, le Portugal a, les arguments pour dire que c'est un grand pays de football, oui. Il y a eu, après il y a eu des passages à vide, il y a eu évidemment, la génération dans les années 60, où on termine, 3e de coupe du monde et c'est encore actuellement notre meilleur classement en coupe du monde. Donc ça, à la limite, ça peut même, du coup, contrebalancer, l'argument de: «C'est un grand pays de football» parce que le meilleur classement, du Portugal, ça reste, la coupe du monde, 66. En 2006, on a terminé 4e vu qu'on avait, perdu contre l'Allemagne, durant la petite finale. Mais après, malgré tout, on a un très gros, on a eu un très gros vivier, on a eu des très bonnes générations. Alors la génération 66, la génération 84, et puis enfin, cette fameuse, génération, du moins première génération, dorée, dans les années, 90 qui gagne, la coupe du monde,
U20 en 91, si je ne m'abuse, Ouais. à Quelle défaite? domicile. 120 000 personnes, au stade de la Louse. Donc ça aussi, je Brésil? pense que c'est quand même et c'est le record, c'est encore le record, je pense qu'il sera jamais dépassé du coup. Ouais. 120 000 personnes. Comment? L'équipe de com, elle était forte à l'époque. Et donc, du coup, il y a eu des très bonnes générations et pour, encore une fois, entre guillemets, un petit pays, parce que le Portugal, c'est 11 millions d'habitants, je trouve que sur cet aspect-là, ça en fait quand même, pour moi, un grand pays de foot. Sur que ce soit l'aspect joueur ou même l'aspect club, pardon, on en a parlé. Pour moi, c'est des arguments qui peuvent faire penser en tout cas que, le Portugal, c'est un grand pays de football. Mathieu, ton avis sur la question? Moi, dans ce débat, tu m'entendras jamais parler de palmarès. Tu m'entendras pas parce que, bah, c'est ma vision des choses, hein, et je pense qu'il y a aussi une part de vision personnelle pour chacun sur ce sujet-là. Mais pour moi, c'est pas, ça dépend pas de ça. Ça dépend, et après ça peut paraître cliché, mais ça dépend véritablement de ce que tu donnes au niveau du jeu. Quelle est, et je me répète un peu, mais quelle est notre identité? C'est pas le débat d'aujourd'hui, mais en réalité, je pose juste la question parce qu'on se la pose Bah, très il y a une rarement. époque, il y avait une identité dans les années 2000, au début des années 2000, tu avais vraiment une identité, portugaise en Tu avais quelque quand sorte. même une identité. Le Brésilien D'accord. de l'Europe, Pour mais moi, qui ont c'est un beaucoup peu perdu. cliché pour moi. Je suis désolé, c'est un peu cliché le côté brésilien de l'Europe, les brésiliens de 2004, enfin tout ça. C'est une équipe qui a Bah, très mais bien tu avais une fonctionné. identité, C'est chose une que tu n'as plus équipe, maintenant. c'est une génération, mais c'est pas une génération qui s'est enfin c'est pas une génération qui a eu des prédécesseurs, parce que c'est quasiment pas vrai, et Il y c'est a pas pas de une continuité, génération, en fait. il y a pas eu, et ensuite il y a pas eu de continuité dans Mmh, le futur. c'est Pour moi, ça. c'est plus ça, heu parce qu'encore une fois, franchement, l'émission, je l'ai même préparée avant l'interview qu'on a fait à Jean Massiel, et la question que je lui pose sur quelle est l'identité de l'entraîneur portugais, qui est donc relatif à quelle est finalement un peu notre identité de jeu, bah, si on réécoute l'interview, pour moi, il y répond pas forcément. En tout cas, il y répond d'une façon en disant qu'on est très fort, on aime beaucoup le jeu, on aime beaucoup l'entraînement. Ça, c'est vrai, ils sont passionnés par l'entraînement, ils sont passionnés par comment implémenter certaines choses sur le terrain et que ça ressorte sur le terrain. Sur les plans stratégiques, ça, je suis complètement d'accord. Mais à la fin de sa réponse, il y a le côté, c'est vrai qu'on n'a pas une véritable identité de jeu, mais on sait à peu près tout faire, et on est assez enfin, on a un peu le côté caméléon, on sait à peu près tout faire. Et c'est vrai qu'on a des Ouais. entraîneurs très éclectiques qui font aujourd'hui des choses très diverses, et c'est une richesse, aussi. Mais cette richesse-là, pour moi, on l'a, même au Portugal, on l'exploite pas assez, on ne débat pas assez en public là-dessus. Il y a certaines conférences, il y a certains congrès entre entraîneurs portugais, notamment dans les trêves internationales, notamment vers mars, où ils se rejoignent tous. Mais partagez, messieurs, enregistrez ces conférences, mettez-les en public, mettez-les sur YouTube, mettez-les sur des plateformes où tout le monde puisse regarder. Parce que ça, par contre, en effet, ils ont cette faculté à tous parler entre eux, les entraîneurs portugais, mais ils ne parlent pas forcément toujours à nous. Et quand tu les écoutes en interview, bah, il y en a très peu finalement qui vont, au Portugal surtout, déjà être interrogés sur le jeu, et eux prendre l'initiative de parler de jeu et de parler de ce qu'ils font sur le terrain. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté-là où, je suis désolé, pour moi, on n'a pas une identité à ce niveau-là aussi forte, loin de là, aussi forte que les Espagnols, que les Argentins, que les Brésiliens, qui ont il y a une vraie introspection aujourd'hui chez eux, de leur côté, sur est-ce qu'on est vraiment pas en train de perdre notre identité, et comment on fait pour essayer de la retrouver. Et d'où la nomination de Fernando Diniz l'année dernière sur ça. C'était une volonté d'essayer de recomprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on a perdu pendant ces années. Est-ce qu'on s'est pas trop fait influencer par le jeu de position, surtout espagnol, et ensuite un peu plus européanisé. Je suis désolé, les Néerlandais, qui sont un pays qui sont comparables sur plein de choses enfin, qui pourraient être comparables par rapport à nous, bah, en termes de jeu, bah, ils ont une culture, et ils ont enfin, une vraie réflexion, ils ont une vraie histoire à ce niveau-là, et même, je sais pas, même les Allemands, les Italiens, enfin, sur ces questions-là, ils ont des vrais espaces de débat, et véritablement, ils discutent et ils parlent et ils échangent, et ils en font profiter le public sur qu'est-ce qu'ils sont réellement. Et pour moi, ça, on ne l'a pas du tout, et c'est ça qui me gêne énormément, peut-être plus que tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, depuis 50 minutes, mais c'est plus ça. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un pays de football, selon moi, parce qu'en effet, comme l'a dit Kevin, on a donné des très grands joueurs, on a donné des très grands entraîneurs, mais
pour moi, c'est pas suffisant pour être considéré comme un grand pays de football. Parce que pour moi, il manque quelque chose véritablement de donné au football. Sur l'aspect du jeu et après sur un autre aspect, et je finirai par ça, sur ce qu'a un peu évoqué aussi Dany sur les infrastructures et notamment donc au final sur les stades. Malgré tout, je peux comprendre toutes les difficultés qu'il y ait à avoir certaines personnes dans certains stades, dans certains endroits au Portugal, mais malgré tout, je suis désolé, un pays de football ne peut pas avoir ses stades vides. C'est pas possible. Un grand pays de football ne peut pas avoir ses stades vides. C'est pas possible pour moi. C'est-à-dire que Kevin a parlé de l'exemple de Braga Guimarães tout à l'heure. Bah, je suis d'accord, mais ces clubs-là, c'est que 15 000 supporters par an en moyenne. Je suis désolé. Guimarães peut se battre en disant oui, on a 1000 supporters de plus que vous chaque année. Ok, vous avez que 16 000 de moyenne, 17 000 de moyenne dans un stade de 30 000. C'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis certain que ces deux clubs-là, ils vont, comme Setúbal, comme Leiria, comme Coimbra, dans les divisions inférieures, et ben, il n'y aura plus 15 000 personnes. Peut-être à Guimarães, il y en aura un peu plus qu'à Braga. Ça, c'est vrai. Ça, je le reconçois. Mais pour le reste, je suis désolé, tu n'auras pas 16 000 personnes au stade. Tu auras peut-être 16 000 personnes au départ, et après, tu vas avoir ton 5 000, ton 6 000, et quand ça va aller vraiment mal, tu vas avoir ton 2 000, ton 3 000, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Parce que c'est la mentalité, malgré tout, elle reste comme ça. On ne peut pas être considéré comme un grand pays de football quand on a quand on a un peuple qui a autant de mal avec le stade, qui a autant de mal d'aller au stade et qui a autant de mal ensuite de faire vibrer le stade. Et ça marche pour les petits clubs, ça marche pour les clubs intermédiaires et ça marche aussi pour moi parfaitement pour les grands clubs. Je suis désolé. Quand on me fait vendre que, je vais dire les trois sans exception, hein, le nombre de socios, le nombre de supporters dans le monde, et que quand on a des stades qui sont parfois vides ou parfois qui n'ont parfois vides, dans le sens où qui ne sont pas totalement remplis, je suis désolé, votre stade, il n'est pas de 100 000, 200 000, 300 000 places. Il n'y a que 50 000, 60 000, 70 000 places. Et les stades, ils sont vides parfois. Quand ça ne gagne pas, les stades, ils sont vides parfois. Donc, enfin, vides dans le très relatif, mais ils sont vides par rapport, et je finirai par là, Dany, ils sont vides par rapport à la soi-disant énorme capacité. Pour moi, ce qui veut dire que c'est même pour ces clubs qui sont régionaux, mondiaux, et ben en réalité, même dans ces clubs-là, il y a très peu de supporters qui sont réellement fans de leur club à travers le foot. Ils sont fans de leur club et ils le vivent d'une façon qui, pour moi, ne peut pas être considérée comme un grand pays de football. Et on peut même pas dire que c'est une question d'argent ou quoi, parce qu'au final, tu as des billets qui sont relativement faibles par rapport à ce qu'on peut payer sur d'autres pays et tu as même des horaires qui sont, assez, enfin, je sais pas moi, quand il y a un match un samedi après-midi, c'est pas une question d'horaire, c'est ni une question de sous. Évidemment, c'est juste une question de se déplacer et de montrer tout son soutien, au club que tu préfères. Dany, ton avis sur ce sujet? Moi, je suis d'accord avec Mathieu. Je dirais juste, par exemple, dans les grands clubs, je parle notamment de Benfica, pour moi, il y a une part de responsabilité déjà, forcément pour le supporter, mais pour le club, pour moi, parce que il y a une relation qui au bout d'un moment, je ne sais pas comment dire, mais la manière de consommer le football, elle a évolué. Et pour moi, les clubs n'ont pas su évoluer avec le temps et n'ont pas su apporter peut-être tous les ingrédients pour que l'expérience pour le supporter s'améliore aussi. Et pour moi, finalement, le temps, il a évolué. Les stades n'ont pas suivi, le supporter n'a pas suivi, le club n'a pas su accompagner pour moi tout ça. Je sais pas. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, tu as quand même des stades qui sont assez facilement remplis et la MLS, elle n'a pas une grande histoire. Et je pense juste que, par exemple, l'Américain a su à un moment donné comprendre qu'à un moment donné, un match de foot, c'était une expérience, que les gens aujourd'hui mettent le prix. Pourquoi faire? Quelle est la raison? Tout ce qui se passe en dehors du stade. Et pour moi, ça, les gros clubs, qu'ils le veuillent ou non, ils doivent savoir concilier la partie traditionnelle et culturelle d'un club, mais aussi la partie animation, divertissement, show. Et pour moi, ça passe aussi pour là, c'est arriver à faire en sorte que les structures et tout ce qui se passe à l'intérieur du club et autour, le genre d'un match, s'améliore pour qu'en fait, vraiment, le mec qui vient payer son billet, même si c'est pas très cher ou autre, moi, par exemple, je sais que je vais aller voir tous les matchs. Je ne vais pas y aller pour ce qui se passe avant ou après, mais je sais que j'ai une manière de consommer le football qui n'est peut-être pas, enfin, je ne vais pas dire populaire, mais de manière générale, les gens ne vont peut-être pas consommer le football comme moi. Je ne dis pas que je suis le seul, on doit être beaucoup, mais par exemple, à l'assemblée du club, on était 3-4 000 sur un samedi après-midi. 3-4 000 sociaux, pour moi, c'est pas assez. C'est beaucoup, d'une certaine manière, mais c'est relatif parce que pour moi, c'est pas assez quand tu vois le nombre de sociaux, comme le disait Mathieu. On était sur un samedi, en juin. Je suis désolé, mais il y en a un qui a pris la parole, il venait de Londres. Je suis sûr qu'il y a des gens de Lisbonne qui n'ont pas voulu venir. Parce que peut-être qu'il faisait beau et qu'on pouvait aller à la plage. Et pour moi, tout ça, c'est aussi, par exemple, là, c'est pas pour moi le club qui doit éduquer, c'est le socio. Parce qu'aujourd'hui, au Portugal, comme en Espagne,
tu as cette possibilité d'être toujours acteur de ton club et de pouvoir avoir des décisions d'une certaine manière, de pouvoir t'intéresser à la vie de ton club, la vie associative de ton club. Et cette carte que tu peux, quand tu décides d'être sociaux, pour moi, cette carte-là, c'est pas juste pour avoir des promotions au Continent ou à Repsol, c'est aussi aller plus loin que ça. Et pour moi, il y a une part, c'est le supporter qui doit s'intéresser à ça, et aussi le club qui doit rappeler qu'il y a une vie associative, et peut-être aussi le supporter qui doit se dire, OK, il faut que je prenne de mon côté. Mais pour revenir à ce que je disais de base, en enlevant le côté social, pour moi, l'expérience ce genre du match est importante et doit évoluer. Et au Portugal, pour moi, on est très en retard par rapport à ça. Je sais, c'est chiant parce qu'il faudrait que les clubs, que les stades explosent comme en Turquie, qu'il y ait des ambiances folles. La réalité, c'est que en fait, on a une culture ultra qui est pour moi pas bonne non plus. J'ai pas envie de rentrer trop dans les détails parce que c'est peut-être pas le sujet, mais pour moi, qui est pas bonne non plus, qui est mal structurée, que ce soit via l'État ou via les groupes ultra eux-mêmes, mais qui fait qu'aujourd'hui, tous les gros stades, enfin, du moins les 3-4 gros, les ultras sont entre guillemets morts, dans le sens où les stades ne sont pas, pour moi, il n'y a pas une ambiance fervente, il n'y a pas une grosse ambiance. Il y aura une grosse ambiance sur les gros matchs, parce que c'est des matchs, encore une fois, où tout le monde va le vivre à fond, mais sur un Benfica Farense, je ne suis pas sûr. Et pour moi, il y a un gros retard et le club doit s'améliorer sur ça. Les clubs doivent s'améliorer sur ça, et c'est là où, encore une fois, quand tu compares en Angleterre, tu vas en D2, tous les stades ils sont remplis. Tu vas en Allemagne, en D2, tous les stades ils sont remplis. On parle de gros stades, on parle pas de petits stades. Je suis pas sûr que Leicester, qui était champion il y a peu de temps et qui aujourd'hui était en D2 et qui vient de remonter, je suis sûr que l'influence, elle n'a pas bougé. Et ça, pour moi, il y a un vrai sujet à ce niveau-là. Du côté du supporter, mais aussi du côté du club. Je ne pense pas que la faute soit que du côté du supporter. Il a sa part de responsabilité, mais je pense que le club a aussi sa part de responsabilité dans tout ça. Je pense qu'on a tous un peu notre part de responsabilité. Même nous, notre nouvelle génération, on doit aussi apprendre à éduquer en quelque sorte la nouvelle génération qui arrivera, et leur faire comprendre que le football, c'est pas que le jeu, que le palmarès, que voilà, c'est bien plus complexe que ça. Et justement, pour répondre un peu à tout ça, parce que assez bien, on a notre avis, mais est-ce que vous avez un petit tour de table avant de conclure ce podcast, une solution pour justement permettre au Portugal de devenir vraiment un grand pays de football, Kevin? Après, pour moi, il n'y a pas de solution miracle dans le sens où c'est très ancré. En fait, il faudrait vraiment que les clubs, et on a cité certaines villes tout à l'heure, je pense qu'il doit y avoir je sais pas, entre guillemets, une rébellion en mode, voilà, il n'y a pas que Benfica, le Sporting et Porto qui existent. Et plus affirmer, entre guillemets, une identité, que ce soit au niveau de la ville ou au niveau même régional, voilà, se rattacher plus à son club entre guillemets, de proximité qu'un grand club, etc. Après, le problème, c'est que on en vient toujours à la même chose. Il y a des problèmes d'investissement au niveau des infrastructures. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des solutions. Je dirais que, à la limite, la première solution, ce serait au niveau de la médiatisation. Moins se concentrer justement sur l'arbitrage, plus se concentrer sur le jeu, donner plus de lumière sur d'autres clubs aussi. Ça pourrait éventuellement aider. Et peut-être que les clubs, justement, enfin, comme par exemple Viana, comme Viseo qu'on avait cité, aussi essaye d'inculquer dès le plus jeune âge. Je crois que c'est Viseo ou Viana qui donne des maillots à la naissance. J'avais vu ça, je crois que c'est Viseo. Il me semble que c'est Viseo. Je sais pas si quelqu'un a l'info en tête, mais Je l'ai pas, mais je vois. Je crois pas que c'est Visio. Un truc, dès qu'il y en a un qui naît dans la ville ou un truc comme ça, ouais, il reçoit le maillot qui va avec. Ouais, non, ça me dit. il reçoit un maillot, mais je sais plus C'est pas qui. Visio, c'est un autre club. Je l'ai plus, mais ouais, j'avais Pas vu ça Viseo? Je automatiquement. croyais que c'était Viseo. Est-ce que même c'est au Portugal? Parce que j'ai un doute sur le fait que ce soit au Portugal. Je crois que c'est en. Moi, c'est pas l'Atalanta, il ne faut pas que l'Atalanta. L'Atalanta l'a fait. Ah ouais, l'Atalanta. Putain. Atalanta en Italie, pour moi, c'était ça. Il y avait Ouais, ça. ouais, arrivé, c'est hein. vrai que j'avais vu l'Atalanta, mais bon, enfin bref. Mais je trouve que voilà, ce serait bien. Oui, c'est l'Atalanta, effectivement. Ouais, je sais pas pourquoi
j'ai ramené ça à Viséo, mais bref. Mais en tout cas, voilà que les clubs aient aussi une action de leur part sur et sur la population, on va dire locale, et qu'ils essaient justement d'attirer ces gens-là dans leur stade pour pouvoir voilà avoir à un moment donné une ferveur qui monte en puissance et pourquoi pas les résultats qui vont avec. Ok, je vois. Mathieu, toi, ton avis, c'est un peu sur si tu as des solutions, mais aussi parler aussi de la formation. On a vu notamment avec Georges Massiel qui nous expliquait qu'avec FICA, il y avait vraiment des choses qui étaient instaurées depuis tout petit, avec notamment le short dans le maillot, le fait de faire une aide d'honneur en quelque sorte, de saluer le public avant les matchs, le fait aussi de ne pas mettre le maillot par terre à la fin du match. Tout ça pour montrer un peu voilà, que de respecter un peu l'identité Benfica et aussi de valoriser tout ce qui est le club. Et ça passe aussi pour toi par ça, par justement, dès la formation, inculquer certaines valeurs du football et montrer que le football c'est le jeu aussi, mais que ce n'est pas que le palmarès, pas que le jeu. Ça passe aussi par des valeurs qu'on doit respecter des je sais pas, des U11 jusqu'au monde senior. Ah, tu dis 11, mais pour moi, c'est même encore plus tôt, hein, sur ce niveau-là. C'est pas que passer les valeurs d'un club, hein, mais passer les valeurs de ce sport, en tout cas de retrouver, même si dans ces temps parfois un peu difficiles des fois, au niveau de ce jeu, de retourner à la base et d'essayer voilà, de retrouver et d'inculquer les valeurs du football, de ce sport populaire au tout départ. Ça en fait partie. Après, est-ce que ça changera? Est-ce que c'est enfin, pour moi, l'aspect numéro un qui fera qu'on aura, je dirais peut-être pas un tournant magistral, mais au moins une évolution? Pour moi, ça passera quand même beaucoup par les médias, dans le sens où en effet, tout à l'heure, je le disais qu'ils n'étaient pas assez, enfin, ils avaient pas besoin forcément de faire plus parce qu'on leur demandait pas plus. Mais à un moment, il faudra peut-être montrer un peu plus de courage. Courage d'essayer d'avoir un peu plus d'éditorialistes, même d'entraîneurs dans les journaux, dans les émissions de télé, dans tout ce qu'on peut faire. Il faudrait que voilà, tous ces gens s'ouvrent un petit peu pour essayer simplement d'expliquer un peu mieux le football, d'expliquer un peu mieux le jeu, d'expliquer un peu mieux la performance, la compétitivité, la stratégie. Et je pense qu'en fait, si tu montres tout ça et tu l'exprimes bien et si tu arrives à le donner d'une certaine façon, et ben, je pense que les gens seront, enfin, une majorité aussi, ouvriront les yeux sur cet environnement magnifique que peut être cette connaissance et cette compréhension du jeu. Et je pense que même l'expérience football sera mieux. Peut-être parce qu'il y en a qui n'y arrivent. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est un peu dur à croire, étant donné qu'on a internet, on a facilement accès à peu près à la connaissance foot, assez facilement, et qu'il faut peut-être, si tu es vraiment intéressé, tu vas faire un peu ce qu'on a tous fait ici, s'intéresser par soi-même et d'essayer de mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Mais certaines personnes ont peut-être besoin qu'on les éduque plus et qu'on aille un peu plus vers eux, et c'est peut-être sûrement au rôle des journalistes et des médias en particulier, enfin de tout type de médias, pour pouvoir parler un peu plus de football, pour ouvrir ses horizons et créer une passion qui serait un peu plus, enfin qui serait même beaucoup plus saine. Parce que pour moi, tu vois, même sur ce que disait Kevin, je suis d'accord sur le fait que les clubs, eux, peuvent toujours faire l'effort. Mais moi, je vais parler de mon club, hein. Mon club aujourd'hui, depuis 15 ans, on a été là, on est tous nés à cette époque-là. C'est absolument pas le même club qu'il y a 15 ans, qu'il y a 15-20 ans. C'est un club qui à l'époque était digne d'un club qui jouait avec la 12e place au milieu de tableau, et qui de temps en temps jouait les places européennes. Et encore, il n'y avait pas C'est autant un de places très bon européennes à l'époque. exemple, Braga. Mais qui aujourd'hui est un club qui est européen tout le temps, qui joue le podium, Qui a voilà, un centre de formation. qui a un centre de formation, qui a des infrastructures. Enfin, il y a un stade énorme. Enfin, tu as une dimension, enfin une dimension qui a été prise d'un point de vue juste football, et tu as eu plein de Même choses qui ont autour été de la faites. ville, tout ce qui a été fait autour de la Bien sûr, ville, mais même tu vois tout ce qui est l'événement, tout le travail, présentation de maillots. tout ça, toute la communication, tout ce qu'on a fait au niveau des écoles pour emmener les joueurs, aller voir les élèves de tas d'écoles depuis 15 ans, pour essayer ça commence là, d'essayer de créer cet engouement chez les plus jeunes dès le départ, en voyant les meilleurs joueurs du club D'accord. et désormais les meilleurs joueurs de futsal, les meilleurs joueurs de football féminin, de tout, même les meilleurs jeunes de l'équipe B, pour essayer voilà, pour avoir encore même des figures un peu plus proches de soi, pour essayer comme ça. Malgré tout, le nombre de supporters, il augmente pas, hein. Il augmente pas, hein. Il est stable, il est Mais même beaucoup moins qu'à. pour le cas de Braga, pour moi, sur les générations plus jeunes, ça peut venir sur, allez, d'ici 10-15 ans. Pour moi, il y a un décalage parce que pour le travail que vous faites
au niveau de la formation, il commence à porter ses fruits. Ça fait longtemps que vous travaillez dessus. Pour moi, ce passage au niveau du, entre guillemets, top 4, pour moi, il va passer par, à un moment donné, peut-être pas, mais par le palmarès aussi. C'est-à-dire que quand tu décrocheras un premier championnat, eh ben, ça sera un premier souvenir qui va, entre guillemets, se débloquer et qui va marquer des gens. Pour moi, ça vient aussi sur des figures. Un Alan qui reste dans la structure, ça rappelle des souvenirs. Un Ricardo Horta, l'avoir regardé, ça va impacter parce que si derrière il reste dans le club ou eux, dans tous les cas, on se souviendra de Ricardo Horta comme un joueur emblématique. Et pour moi, ça passe par là. C'est le supporter, dans tous les cas, il faut le marquer via des gros moments. Et à un moment donné, le moment qui va devoir passer un cap pour Braga, ça sera vraiment le titre de champion. Ça, je pense que ça arrivera tôt ou tard. Et c'est ce qui fera vous passer dans une autre dimension. Et c'est par exemple, on n'en a pas parlé, mais le fait, et je sais que voilà, tu ne veux pas tourner sur ça, mais le palmarès, c'est pas normal que si tu regardes les champions au Portugal, qui a gagné le championnat, tu ne retrouves pas Braga, tu ne trouves pas Guimarães. Pour moi, c'est une anomalie, c'est pas normal. Je te parle toujours du fait que quand tu vois les grosses villes, il y aurait dû avoir à un moment donné d'autres clubs qui auraient dû arriver à ce niveau-là. Ça n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a un taf qui a été mal fait, des ressources qui ont été mal attribuées, je pense. Je ne sais pas si je peux basculer sur un autre thème ou si tu avais fini. Oui, justement, je voulais aborder ce thème un peu aussi des infrastructures au niveau des centres de formation, parce qu'on en a parlé avec Braga, mais il y a quelque chose aussi qui se développe pas mal au sein du football portugais, et ça peut amener à ce que le Portugal se développe et devienne aussi un grand pays de football, c'est les centres de formation, avec notamment, on l'a vu l'année dernière, la création d'un centre de formation du côté de Famalicão, qui a des très beaux outils maintenant pour son centre de formation. On voit Guimarães qui commence aussi un peu à faire quelques innovations, mais surtout Famalicão qui a créé un vrai beau centre. Je conseille vraiment d'aller voir leurs vidéos. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Mais ils ont vraiment un beau centre de formation. Il y a Casapi qui est en train de mettre en place une bonne formation aussi, qui devient quasiment le 3e club de la région de Lisbonne à travailler le mieux, qui passe devant par exemple Estoril, alors que Estoril est resté en quelque sorte une référence en termes de pré-formation, notamment avec leurs 3 derniers titres en U23. Donc ouais, Dani, il y a quelque chose qui se passe du côté du Portugal au niveau de la formation. Alors ce ne sera pas suffisant, parce qu'il faudra bien plus que ça pour devenir un grand pays, mais on voit que déjà le Portugal réfléchit aussi à mieux travailler au niveau de ses infrastructures, au niveau des jeunes, parce que aussi, je pense qu'ils sont au courant que on prend du retard avec les moyens financiers qu'il y a dans les autres pays, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, etc., que nous n'avons pas, et que forcément, ça passera aussi au niveau des jeunes pour qu'on puisse continuer à rivaliser avec les plus grands. C'est ta meilleure ressource. Quand tu prends, on prend les extrêmes, on prend des Benfica, des Porto, des Sporting, mais tu prends Braga, la vente de Trincão à l'époque, c'est une grosse vente. C'est une vente qui vient de ta formation. Tu vois, quand je te dis je ne sais pas si Rio Ave, il y avait un projet sur ça aussi, si je ne dis pas de bêtises, de centre de formation, je crois. Je ne sais pas si ça a avancé ou pas, mais Là, pour ça, c'est pas trop avancé, je crois. Mais je sais qu'au niveau du stade, ils font des travaux. Le centre de formation, je ne sais pas si c'est conclu ou pas, ou si c'est même en cours, mais je crois que c'était un sujet. Mais tu prends par exemple l'exemple de Famalicão en Casapi. Aujourd'hui, c'est pas visible, mais dans 10-15 ans, avoir ces clubs-là où on peut avoir une vente peut-être en interne avec un Benfica, un Porto, un Sporting qui vient, qui met, je sais pas, je prends le cas de Gustavo Sá, là du coup on est sur du court terme, mais qui réalise une grosse vente à ce niveau-là. Pour moi, ça passe par là aussi. Encore une fois, tu as des joueurs qui ne peuvent pas se permettre, pour moi, à 9-10 ans, avec leurs parents, de partir, de tout quitter et d'aller à Lisbonne ou à Porto. Tu avais le cas de Félix, qui était à Viseu, qui était allé à Porto. Ça a été un gros choc pour lui, de quitter papa et maman et d'être à 2-3 heures de voiture. Demain, tu as un Viseu qui a un centre de formation et qui peut déjà, et encore une fois, c'est pour ça qu'au début, je parlais des CFC de Benfica, c'est que jusqu'à un certain âge, tu peux avoir toutes les ressources et la formation Benfica à côté de chez toi. Mais ça serait intéressant d'avoir un Visio, pas pour moi parce que je suis pas Benfica, mais de manière objective pour un supporter portugais. Ce serait intéressant d'avoir un Visio qui a un centre de formation et qui puisse accueillir au niveau local des joueurs, parce que ces mecs-là, ces petits-là, s'ils jouent au football, vont avoir la meilleure formation possible. Et je pense qu'à ce niveau-là, on a une très bonne structure déjà, en termes surtout de ressources humaines. Surtout, je te coupe vite fait, Dani, mais parce qu'il y a un très bon exemple avec notamment le tournoi Lopez da Silva qui a lieu chaque année, donc, qui représente, qui regroupe en quelque sorte tous les meilleurs U14 de chaque région du Portugal. Et donc, c'est un tournoi très intéressant. Mais tout ça pour dire qu'en fait, l'année dernière, c'est la région de Madère qui a gagné ce tournoi-là pour la première fois de son histoire.
Et au final, quand tu retrouves un peu les noms, ils partent tous du côté de Porto, Sporting, Braga, Benfica. Alors pas tout de suite parce qu'ils n'ont pas le droit de partir en U14, mais au final, tu n'en as aucun qui jouera quasiment en équipe première de Maritimo ou du National. Et c'est là où je te rejoins, c'est que c'est dommage parce que du coup, s'ils pourraient rester au sein de ces structures, ces structures leur permettraient de pouvoir progresser dans des bonnes conditions, peut-être qu'on aurait des équipes plus compétitives, et qui disent plus compétitives, dit peut-être plus de public, et plus de public dit donc plus de spectateurs dans les stades. Tu compares à la France, où tu as un Le Havre qui était un centre de formation, et je pense que c'est encore le cas, qui est un centre de formation de renom. Le PSG, l'Olympique, non, je pense que l'Olympique de Marseille n'est pas un exemple en termes de formation. C'est assez triste à dire, mais là où Lyon peut l'être. Mais pour moi, en France, tu as beaucoup d'endroits où finalement, tu n'es pas obligé de quitter vraiment le foyer familial, de traverser la France pour avoir une opportunité au niveau de ta carrière de joueur, de ta potentielle carrière de joueur. Là où pour moi, au Portugal, même si tu es sur un pays qui, au niveau géographique, est beaucoup plus petit, quand tu as 9-10 ans, on te dit que tu vas partir à 2 heures de tes parents, pour toi, à 9-10 ans, c'est tu quittes tout, tu quittes vraiment tout. Alors que si tu avais un truc où tu es à côté de la maison, je pense que ça rassurait déjà les parents, parce qu'il y aurait aussi un suivi scolaire, l'école. C'est important parce qu'encore une fois, on n'en parle pas, mais on n'en parle peut-être pas assez au niveau de la formation. 80% de la formation ne finit pas professionnelle, du moins ne finit pas en équipe A comme tout le monde peut le penser. Et tu as beaucoup de gens qui doivent avoir une porte de sortie et avoir des opportunités. Et donc, du coup, avoir un parcours scolaire qui suit. Les gros clubs en sont capables aujourd'hui. Je pense que Braga, c'est le cas aussi. Mais il faut assurer sur ces clubs-là. Et pour moi, encore une fois, c'est le point que je voulais aborder, tu as les ressources humaines au Portugal qui te le permettent. Tu peux le faire parce que tu as aujourd'hui, je te prends le parcours d'entraîneur au Portugal, je trouve qu'il est bien plus en avance qu'en France. Tu as des diplômes, tu as des formations, tout le monde peut le faire. Enfin, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut avoir un parcours scolaire à ce niveau-là et avoir des débouchés. Et donc, du coup, tu as des gens qui sont pour moi très, très compétents au Portugal. Et ça peut aider des enfants et ça peut aider des clubs. Je pense qu'à Belenenses, par exemple, moi, je regardais un peu, les formateurs sont très compétents, viennent à peu près tous de la même faculté. Et qu'un club comme le Belenenses soit en 3e division aujourd'hui, ça fait froid dans le dos quand tu vois le stade. Quand tu vois le stade, c'est un vrai problème. Et tu dis que la formation devrait aider pour aller taper une plus grosse division et aussi avoir des joueurs qui puissent mettre le club au devant de la scène. Mais ça passe aussi par une culture club, le fait de pouvoir retenir des talents. Mais comment tu fais quand ces mecs-là, derrière, vont au Sporting ou Benfica? Et je pense qu'il y a un travail à faire à ce niveau-là, quoi. Les garçons, est-ce que vous avez un autre thème à aborder que j'ai peut-être oublié d'aborder? Vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant de conclure ce podcast? Moi, Kevin, comment? Moi, j'ai un thème, parce qu'on a beaucoup parlé de points négatifs. Je pense qu'aussi en termes de points «positifs» entre guillemets, tu prends aussi le fait qu'avec les gros problèmes qu'on peut avoir dans ce pays, on n'est que 10 millions. Finalement, tu arrives quand même à produire énormément de talent. Donc tu exportes beaucoup, Oui, certes, oui, c'est vrai. mais tu as beaucoup aussi de valeur à ce niveau-là. Tu as produit un joueur comme Ronaldo, qui est un des joueurs les plus incroyables, si ce n'est le meilleur, en tout cas au Portugal c'est le cas, mais dans le monde, après ça c'est la perception de chacun. Et aujourd'hui, tu apportes des joueurs vraiment pour moi d'un gros niveau et de manière régulière. Là, on parle de Jean Neves qui peut potentiellement passer au PSG. L'année dernière, c'était Ramos, un Nuno Mendes qui est parti du Sporting. Et pour moi, ça c'est important. Ça peut passer aussi par là, c'est avoir ce modèle de joueur portugais qui s'exporte. À un moment donné, il faudra juste avoir les gens au Portugal qui savent quoi faire après avec ces moyens-là. Est-ce que c'est savoir utiliser cet argent pour faire bénéficier tout le monde au niveau des structures, ou c'est juste, toi, tu améliores encore plus au niveau de ta formation, je parle des gros clubs, et continuer à faire profiter déjà au niveau national, peut-être avoir des performances européennes plus intéressantes, parce que ça aussi, on en a un peu parlé, mais pour être un grand pays de football, il faut avoir des performances européennes aussi qui suivent. Et on n'a pas eu de club portugais en demi-finale européenne depuis un très long moment. Donc, on a l'Europa League, mais en Ligue des Champions, ça fait très, 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 très longtemps. Et c'est un truc qu'il faut savoir corriger le tir parce qu'aux Pays-Bas, on le fait, en France, on le fait. Et le Portugal, pour moi, a les armes pour le faire. Je ne dis pas gagner, mais je dis aller loin, aller beaucoup plus loin. Et ça passe par des stratégies, des gens qui puissent, au niveau des structures, travailler d'une meilleure manière.
Pour moi, ça rentre dedans. Donc, il y a des très, très bons points au niveau de la formation et au niveau des gros joueurs qu'on peut apporter dans les top championnats. Et c'était aussi, je crois que c'est aussi c'est un débat aussi en France. C'est comment vendre ton championnat d'une meilleure manière. C'est en fait la Ligue des talents. C'est-à-dire que j'avais vu Nicolas Villas en parler, je trouvais ça amusant. C'est de dire que les joueurs que vous allez suivre dans les plus gros championnats demain, aujourd'hui, ils sont chez nous. Donc aujourd'hui, vous allez aussi vous régaler en regardant la Ligue 1. Je pense que ça peut passer aussi par là, chez nous. Tu as des joueurs qui. Après, pardon de te couper, Dani, mais c'est dommage parce qu'on a 10-15 ans de retard sur ça. C'est-à-dire que avant, on avait des Di Maria, des Falcao, des Hulk, des Rames Rodriguez, des Cardozo, des Aymar et j'en passe. Aymar est un mauvais exemple parce que c'était pas un jeune talent. Mais en tout cas, voilà, tu avais des joueurs à fort potentiel. Et ça, pour le coup, le Portugal, je trouve, en tout cas en France, après, je sais pas dans les autres pays, mais en tout cas, le Portugal est vu justement comme un pays où justement il y a, tu sais que tu vas retrouver les futurs grands joueurs de demain, entre guillemets. Et ça fait 10-15 ans. Et en tout cas, en France, c'est perçu comme ça, dans la manière, du moins dans le consommateur de foot qui s'y connaît un minimum, etc. Après, effectivement, au niveau comment dire, du marketing, je parle purement marketing, c'est vrai que c'est pas assez valorisé sur ce point-là. Et comme je l'ai dit, on a 10-15 ans parce que de retard, pardon, parce que justement, ça date pas d'hier qu'on a ces talents-là, en fait. Ça date pas d'hier que Porto est reconnu comme un très bon club qui sait recruter à bas prix, qui sait revendre très cher. Benfica, pareil. Donc voilà, et ça, pour le coup, on a beaucoup de retard. Si on parle des gros clubs, c'est pour ça que, je le redis, la nomination de Villas-Boas est une bonne chose pour le football portugais parce qu'aujourd'hui, tu arrives peut-être à un moment donné où les dirigeants de chaque club, peut-être pas tout le monde dans les structures, mais du moins ont une envie de valoriser leur club et sur le côté sportif et essaient de travailler correctement. Rien n'est parfait, ça on est tous d'accord, on en parle très longuement à chaque fois durant l'année, mais tu as un truc où, au Portugal, tu as aussi ce côté-là malheureusement, de la corruption, des gens où il y a beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de gens qui veulent venir prendre leur part. Et c'est là où, aujourd'hui, j'espère que on puisse passer un cap. J'ai l'impression que, par exemple, qu'à Porto, il y a ce cap qui va pouvoir être passé et je leur souhaite parce que ça pourrait être bien pour le football portugais. À Benfica, même si tout n'est pas fait loin de là, on a un Ricossa qui, malgré tout, a fait passer un cap rien que sur un effectif et au niveau de la formation, on continue, entre guillemets, à bien travailler. Un Braga, c'est la même chose. Un Guimarães, c'est dommage parce que si c'était le cas, on verra autre chose. Au Sporting, pareil, avec un Varandas et une structure qui travaille bien au niveau de la formation. Alex en parle tout le temps. C'est simple, ils ramassent tout, ils prennent tout. Ils investissent énormément parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire de grandes choses à ce niveau-là. Et pour moi, ça, c'est primordial et ça doit venir d'eux. Et on a eu un gros creux, pour moi, à un moment donné, au niveau du joueur portugais parce que ce n'était pas une priorité. On savait acheter et revendre derrière sur les joueurs étrangers. Moi, quand je te parle vraiment de passer un cap, c'est vraiment sur le joueur portugais. Et je pense qu'aujourd'hui, cette année avec l'Euro, c'est une des premières fois où j'ai entendu dans ma vie dire le Portugal, ils ont une équipe incroyable. Ils ont des joueurs qui sont dans les top clubs. Nous, on savait qu'on pouvait potentiellement ne pas aller loin à cause de différents soucis. Mais c'est une des premières fois où tu regardes les 11 titulaires et le banc de touche. Finalement, on a quasiment que des joueurs dans des top clubs. Et ça fait très. Enfin, moi, j'avais jamais vu ça. 2006-2004, ok. Mais là, je pense qu'on est vraiment sur un truc où il y a une continuité parce qu'en bas, ça travaille bien et ça continue à fournir. Et que le club A ne décide de ne pas envoyer, de ne pas faire jouer ce mec-là, c'est pas grave. Tu vois, comme Bernardo Silva, il ira faire carrière à Monaco et ailleurs et il pourra se valoriser d'une autre manière. Tant que le talent est là, derrière, je pense que quelqu'un pourra faire en sorte qu'il soit bien exploité. Voilà. D'ailleurs, un petit aparté sur le Sporting parce qu'effectivement, sur les générations qui arrivent, c'est une très jeune génération, ils gagnaient tout et terrassaient tout, mais il y a une petite histoire là qui raconte qu'en fait, il y a un tuteur qui a ramené pas mal de joueurs d'Angola, etc. Et il y a quelques petits problèmes, notamment à ce qui paraît de falsification de papier, d'âge, etc. Donc, à voir comment ça va se passer pour la suite pour le Sporting, parce que si le Sporting est complice de ça, voilà, ça reste que des rumeurs. On n'en sait pas plus pour l'instant. Ces joueurs-là, par exemple, n'ont pas été convoqués pour la reprise en U17, etc. Donc voilà, il y a un gros problème. Alors, effectivement, ça gagne beaucoup au Sporting au niveau des jeunes, des tournois. Enfin, ils terrassent tout le monde et depuis maintenant 2-3 ans. Mais si ça avère qu'ils faisaient jouer des joueurs qui étaient plus âgés, forcément, c'est normal de gagner ensuite par 5 buts d'écart à chaque fois.
Donc voilà, affaire à suivre au niveau du Sporting. J'espère pour eux qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que ça reste un club notamment important du Portugal. Et voilà, ça reste que des rumeurs, à voir si tout ça se Mais concrétise t'as ou raison, pas. Alex, c'est à cause d'eux qu'on n'est pas un grand pays de football. C'est à cause d'eux, moi je le sais. Non, mais ça passe par, c'est bête à dire, mais ça passe par là aussi. Ça passe par tout ce qu'on vient de dire. C'est le Bien sûr. résultat avant tout. Il faut absolument gagner, alors que bon, en catégorie U12, U11, U13, ne pas gagner, c'est pas vraiment grave. Le plus important, c'est de pratiquer un beau jeu et surtout de faire progresser les jeunes. Et même là, si vraiment ça s'avère vrai, encore une fois, j'ai pas envie d'inventer des choses. J'ai juste entendu cette rumeur-là. S'il s'avère qu'ils ont fait jouer des joueurs de, je sais pas moi, de 17 ans en U14, bah, c'est-à-dire qu'ils ont rien compris, qu'ils veulent absolument la victoire plus que tout, alors que c'est pas du tout le but au niveau de la formation. Et ça regroupe tout ce qu'on vient de dire depuis le début, c'est que bah, en ayant cette mentalité-là, le Portugal ne sera jamais un grand pays, malheureusement, de football. Les garçons, vous avez quelque chose d'autre à rajouter avant de conclure? Petite dernière chose. Vas-y, Mathieu. Alors ça va peut-être un Moi peu aussi, à mais l'encontre de ce qui je est dit laisse la parole à Mathieu. depuis 10-15 minutes. Mais pour moi, en fait, le débat a un peu, pour moi, dévié sur est-ce qu'on est bon au football et quel est réellement notre niveau au football. Oui, on forme des bons joueurs. Oui, on a des bons centres de formation. Le débat de tout à l'heure, pour moi, j'ai pas besoin. Enfin, bien sûr qu'on peut faire mieux au niveau de la formation. Tout ce qu'a dit Denis, je suis d'accord qu'on peut faire mieux pour que, entre guillemets, on ait un réseau beaucoup plus équitable et qui permette à tous les jeunes au Portugal d'avoir un grand club à proximité qui permette de, s'ils ont le talent et s'ils ont les tripes pour le faire, de se développer. Mais pour moi, on forme déjà très bien des bons joueurs, hein. La preuve, bah, on a déjà une sélection qui a des joueurs en effet qui jouent dans les plus grands clubs du monde et qui performent et on a des top joueurs voilà, qui sont valorisés, qui jouent en première ligue dans le meilleur championnat du monde. Tout ça, ça revient, voilà, et peut-être que certains penseront qu'en réalité, peut-être que ma pensée sur ce débat est trop extrême et je peux l'entendre, mais voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est pas une question de palmarès, c'est pas forcément une question de niveau, c'est pas forcément une question de formation, de qualité de formation, de qualité des entraîneurs. Pour moi, tout ça, on l'a. On a des très bons entraîneurs, on a des très bons joueurs. Ça, c'est le débat pour moi, c'est le débat d'un autre podcast. Est-ce qu'on est réellement compétitif? Est-ce qu'on a réellement des bons clubs de foot? Ça, on pourra toujours dire oui, on se démarre plutôt malin par rapport à d'autres pays depuis l'arrêt Bosman, ce qui est vrai. Mais tout ça dans le débat qui est pour moi un peu plus philosophique sur le grand pays de football et sur la grandeur et qu'est-ce qu'on apporte à ce jeu, sur encore tous ces aspects-là, ça revient à ce qu'on a dit, ce que j'ai dit, mais c'est pour moi trop peu par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Quels seraient les arguments positifs? Parce qu'en fait, moi, dans ce que je voulais dire, c'était plus accorder, donner des bons points que peut avoir le Portugal et pas juste être dans le côté négatif et te dire qu'on fait tout mal. Parce que je pense qu'il y a des gens qui, au quotidien, font en sorte de faire les choses correctement et de mettre, on va dire, le pays au devant de la scène. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous handicapent et des choses qui, pour moi, à mon avis, feront qu'on ne pourra jamais être un grand pays de football et que du coup, on en revient au débat de ce qu'on disait, qu'est-ce qui fait qui bloque? Mais au final, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont positives et qui peuvent nous faire dire qu'on peut paraître pour un grand pays de football pour toi? Bah, pour moi, on paraît comme un grand pays de football par rapport notamment aux grands joueurs qu'on a sortis. Ok. Heu et on est un grand pays de football dans le sens, enfin, on peut être considéré à ce titre-là, enfin, on peut avoir des arguments pour, dans le sens où bah, si Cristiano Ronaldo, il serait né peut-être dans un autre pays, il aurait peut-être pas eu les conditions pour pouvoir y arriver. Parce qu'il aurait peut-être pas eu le réseau, il aurait peut-être pas eu, enfin, le réseau du Sporting qui l'aurait attrapé, qui l'aurait fait venir, qui lui aurait donné les conditions pour pouvoir y arriver. S'il serait dans un pays au fin fond, il aurait pas pu développer, enfin, fond de n'importe où, il aurait pas pu développer le talent qu'il avait au fond de lui. Donc, en effet, on peut être considéré comme un pays de foot ou un grand pays de foot, ou en tout cas, on peut avoir cet argument pour, dans ce sens-là, où malgré tout, bah, on offre certaines conditions, et même il y a 20 ans, 30 ans, on offrait quand même ces conditions pour que ces joueurs-là arrivaient à se développer. Et pour moi, on les offre toujours et on arrive quand même encore aujourd'hui, à faire mieux. Et je pense que, comme tu as dit, tous ces questions-là sont débattues et on va faire mieux parce que tu as d'autres clubs aussi, comme vous avez parlé de Famalicão, vous avez parlé de Braga, évidemment, de Guimarães, tous ces clubs-là sont en train de se développer à ce sens-là. Après, il y a aussi un contexte économique qui fait qu'à un moment, les clubs portugais plus petits vont devoir réussir à générer de l'argent autrement qu'avec les droits télé et autrement qu'avec la vente de joueurs, mais de joueurs achetés plus vendus. Il va falloir faire beaucoup plus de formation. Et Braga l'a compris, et les autres clubs devront le comprennent aussi. Et un Gustavo Sa du côté de Famalicão est un bel exemple. Mais pour moi, tout ça, on le fait déjà bien. Donc en fait, pour moi, sur cet argument-là, bah, en fait, on est déjà au max. C'est pas pour autant que, en termes de toutes les autres questions, d'un point de vue du jeu, d'un point de vue de de nos types d'entraîneurs, d'un point de vue de toutes ces choses-là,
on est, pour moi, toujours en retard. Et si tu prends l'exemple, on va prendre notre pays qui, pour moi, est peut-être en concurrence avec nous, à la fois pour la population, à la fois pour la grandeur de certains clubs qui sont les Pays-Bas. Les Pays-Bas ont formé aussi des immenses joueurs aussi comme nous, font sortir des immenses entraîneurs comme nous, mais à la fois dans leur relation avec ce jeu et leur relation avec leur stade, on est quand même à des années-lumière par rapport à nous. Et ça, pour moi, c'est ça qui fait la grande différence entre certains pays et nous, quoi. Kevin, tu voulais rajouter quelque chose? Micro coupé. Le micro, pardon. C'est totalement un argument hors contexte par rapport à tout ce qu'on a dit. Malgré tout, je pense que c'est intéressant quand même d'en parler. C'est aussi la place la place du football dans la société. Et là, j'ai un exemple aussi en tête malgré tout qui peut faire penser que le Portugal est un grand pays de football, même si on a cité pas mal d'arguments qui font penser que non. Mais un argument pour, c'est quand même, par exemple, je trouve Eusebio qui repose en Panthéon. Je pense que c'est quand même un signal assez fort d'un pays qui place le football au même titre que d'autres comment dire par exemple que des écrivains, des poètes, des grands navigateurs, une grande artiste. Ça, pour moi, c'est un argument pour, et je pense que c'était important de le citer aussi. Peut-être que certains auraient pu nous le reprocher. Et moi, je trouve que voilà, le fait que Eusebio repose au Panthéon, là où il y a tous les grands hommes et grandes femmes de ce pays, c'est quand même un signal assez fort, je trouve. Un côté, ça va avec notre identité dans les gros moments. Je pense notamment à l'Euro 2016 ou l'Euro 2004. Et même les grosses saisons européennes, c'est rare, mais de nos clubs, ou même la manière dont on vit le championnat, c'est que quand on est dans l'extrême, dans le positif, on sait aussi apporter un surplus d'âme et valoriser les grandes personnes de la meilleure des manières. Après, on sait aussi bien les descendre, mais on sait valoriser, on sait aimer, on sait aussi détester. Mais quand tout est bon, je trouve que ça a un certain charme, entre guillemets, à la portugaise. Et, je sais pas, je dirais qu'on est des grands romantiques. Je ne reprendrai pas le terme de Roberto Martinez en disant qu'on est les amoureux de la sélection. Je ne sais plus comment il nous appelait, aux apasionados, je sais plus. Mais dans cette idée-là, je pense que ça va avec. C'est la manière dont. Enfin, je ne sais pas si c'est un peu lié aussi au fado, je ne sais pas. Parce que la même chose, et on peut faire le même parallèle avec Amalio Rodriguez. Mais ce côté-là, sentimental, attachement, la manière d'aimer, d'être passionné, je pense que c'est aussi un atout au Portugal. Peut-être pas assez. Peut-être que ça se perd aussi. C'est ce qui s'est peut-être perdu dans les stades aussi. Je sais pas. Mais ça, l'histoire du Panthéon, c'est vrai qu'on avait débattu sur est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, est-ce qu'un Figo, un Ronaldo, j'espère que ce sera plus tard possible, hein, mais à leur décès, ils iront au Panthéon. Moi, je trouve que Eusebio, tu vois, dans ce côté-là, représente quelque chose qui va malgré tout bien au-delà du football au Portugal. Ça Bien représente une au-delà du époque, foot, ça on est d'accord. tu vois, ça représente une époque sombre, une époque qui s'est éclaircie, une époque de la colonisation, tu vois, en effet d'un club, très marqué par un club, mais aussi très marqué par la sélection. Tu vois, il y a plein de trucs qui se retranscrivent dans Eusebio. Aujourd'hui, faire un Figo pour moi ou Ronaldo, malgré tout ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait dans un cadre qui reste très sportif. Peut-être qu'ils feront encore plus dans leur vie post football. Mais Eusebio, voilà, malgré tout ça, après son engagement avec la sélection, son incarnation, tu vois, représentait quelque chose. Tu vois, j'ai envie de voir si vraiment ce côté-là, cet aspect que je peux aujourd'hui comprendre tout à fait, Kevin. Est-ce qu'en fait, est-ce que c'est pas juste par rapport à la figure qu'était Eusebio, ou si c'est quelque chose qui peut être retranscrit à d'autres échelles pour d'autres joueurs qui ont, au niveau football, marqué tout autant, voire même plus, dans la personne de Cristiano Ronaldo, ce sport qu'est le football, quoi. Non, bien sûr, je dis évidemment, il y a la figure, mais en fait, la différence, je trouve, par exemple avec la France, c'est que en France, on dévalorise un petit peu quand même le football parce que enfin, les joueurs de foot en l'occurrence, parce que on estime que un
intellectuellement parlant, c'est pas du très haut niveau. J'exagère sûrement, mais en gros, c'est un petit peu ça l'idée. En fait, il y a que des écrivains, des personnalités, voilà, qui ont cette capacité intellectuelle dans l'art, dans l'écriture, etc. Finalement, c'est les seuls qui sont légitimes à reposer au Panthéon, ou alors des héros nationaux comme Jean Moulin, par exemple, des résistants, etc. Mais pas pour, enfin, je vois mal Zidane. Il y a eu un débat d'ailleurs quand Eusebio est décédé et que le Portugal a décrété, je crois, 3 jours de deuil, 3 plus jours. ensuite à combien? 3 jours, 3 jours. 3 jours, ouais. Plus à voter à l'Assemblée, voilà, sa panthéisation. Panthéonisation. Donc, du coup, est-ce que, par exemple, un Zidane en France aurait à sa place, tu vois, au Panthéon? Il y a eu ce débat-là quand Eusebio est décédé. Et c'est vrai que on imagine mal, tu vois, quelque chose de semblable ici. Ce que je veux dire par là, c'est que, et pourtant Zidane, c'est quand même une figure qui dépasse, je trouve, aussi le cadre du football. Mais après, voilà, moi, je pense que c'est une vision de la société. Et pour moi, c'est aussi quand même un argument à faire valoir sur le Portugal, oui, est un pays de football. Et sur cet argument-là, peut prétendre à être, entre guillemets, un grand pays de football. Finalement, il y a qu'Alex qui pense que le pays Portugal n'est pas un pays de football, pour le coup, je pense. Ouais, pour moi, ouais. Alors, tout ce qu'on vient de dire, pour moi, après, c'est la nuance entre grand et pays, mais pour moi, la nuance est minime. Mais encore une fois, à partir du moment où, pour tout ce qu'on vient de dire, hein, à partir du moment où tu emmènes 10 personnes dans les stades, à partir du moment où il y a beaucoup trop de clubisme, à partir du moment où voilà, tout ce qu'on vient de dire depuis le début, pour moi, la nuance, elle n'existait pas, mais j'entends tout ce que vous dites. Et après, ça dépend, hein, chacun aura sa définition. Pour ma définition de tout ce qu'on vient d'annoncer, c'est pas un pays de football, mais si on part de la définition que oui, on a créé des joueurs, oui, il y a une bonne formation, oui, on a des bons entraîneurs, etc. Dans ce Il y a cas, des oui, clubs c'est un historiques. football. Comment? Il y a des clubs historiques. Pour moi, Oui, le club pour moi, historique. Alors, dans ce cas, oui, si cette une définition-là, histoire. oui. Mais après, si chacun a sa définition, je trouve que c'est un sujet c'est un débat Ça éternel. serait quoi, enfin, qui sont les grands pays de football pour toi? Ou pays de football tout court? Pour moi, l'Argentine, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, tu vois, tout ça fait que pour moi, ce sont des pays de football. Après, ce sont aussi des grands pays de football. C'est pour ça que la nuance, pour moi, elle est minime, mais à partir de là, enfin, après, chacun a sa définition. Euh, c'est subjectif pour le coup, mais on deviendra pour moi un pays de football à partir du moment où vraiment le Portugal aimera le football, le Portugais aimera le football, et non pas que les clubs, et pour tout ce qu'on vient de dire, tout ça fait que pour moi, c'est pas un pays de football. Mais j'espère qu'on le deviendra, je ne désespère pas, et voilà. Mais n'hésitez pas à vous mettre vos avis sur la vidéo, sous la vidéo, à commenter sur Twitter ou autre, à donner vos avis, c'est toujours important pour nous. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire des sujets de podcast que vous voulez qu'on aborde. Donc voilà, comme on a pu le dire sur nos différents réseaux, on va changer un peu de format. On fera moins de live, on n'aura plus ce live hebdomadaire du lundi, mais on fera bien plus de podcasts, 3 fois par mois environ. On continuera les lives, notamment pour la sélection, pour les sujets d'actualité. On fera aussi des spaces. Ne vous inquiétez pas, on ne vous abandonne pas là-dessus. Mais voilà, on va se concentrer un peu plus sur les podcasts, sur différents sujets. Donc n'hésitez pas à partager vos envies, vos avis aussi, c'est important pour nous. Donc voilà. Merci les garçons d'avoir participé à ce podcast. Merci à tous les trois. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous les garçons, j'espère aussi que les auditeurs vont prendre du plaisir à écouter ce podcast. Et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Salut à tous.